J'ai appris que le monde de la muscu, c'était bien de la merde. Le monde de la compète, c'était bien de la merde. Ouais. Moi, je suis arrivé là-bas en pensant que le meilleur allait gagner. En réalité, c'est pas le cas. Et je suis arrivé en pensant que dans certaines catégories, on pouvait faire les choses naturellement, ce qui n'est pas le cas. Et c'était un petit peu ça la logique de la formation de coach. C'est Ouais. que le diplôme de coach, il sert à rien. Je suis désolé de le dire, mais je le répète face caméra, il sert à rien. Le premier jour de stage dans ma salle de sport, je suis allé voir le patron, je lui ai dit moi, je veux bien bosser en tant que salarié quand je finis mon stage, mais mon délire, c'est de reprendre ta salle. Parce que demain, tu peux rencontrer la plus grande star du monde et te dire on vaut la même chose. Oui. Ouais. Ouais, peut-être que je délire complètement, hein, mais tu me dis demain, On verra ça plus tard. Nassim, t'as les capacités d'être président de la République, ouais, carrément, ouais. Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Aujourd'hui, on a la chance, la grâce de Dieu d'être chez Nassim Saïli. N'exagérons rien. Hein. Merci beaucoup de m'accueillir, de nous accueillir dans ton salon. Avec plaisir. C'est un vrai kiff, c'est ce que je disais juste avant, d'être eh bien dans ton décor, dans ton univers, dans ton monde, d'avoir cette salle de sport magnifique dans laquelle, à mon avis, n'importe quel passionné a envie de s'entraîner tous les jours. Et également dans le décor devenu très famous sur YouTube maintenant. Bah ouais, on l'a vu sur pas mal de vidéos. Hein. Mais tu sais, c'était un peu la logique de faire comme un deuxième chez moi. Bah oui, bien sûr. Je voulais que cet espace un peu accueil me serve comme si j'étais dans mon propre salon. Grave. C'était important de se sentir bien dans son environnement de travail. Complètement. Et c'est ce que je disais en arrivant tout à l'heure. Je pense que c'est le rêve de tout passionné de pouvoir se créer sa gym, son bureau, tout mélanger. Et là, il y a tous tes univers, quoi. C'est un luxe ouf et ça a vraiment changé ma façon de travailler depuis que j'ai ça. Eh ben, c'est top et c'est un vrai plaisir d'être dedans. Nassim, tu sais, on a 1,5 sur nos interviews. C'est les entrepreneurs Instagram. C'est les entrepreneurs qui te disent que tout est beau, tout est joli, magnifique et que dans l'entrepreneuriat, c'est facile. Il suffit de faire des placements de produits sur Insta pour gagner sa vie. Si c'était aussi facile. Hein. Exactement. Tu m'as énormément inspiré à travers ton parcours, à travers ce que tu as construit, à travers ce qu'on voit et à travers tout ce qu'on ne voit pas. Et j'aimerais aujourd'hui justement qu'on puisse montrer tout ce qu'on ne voit pas aux gens, que tu partages ton parcours. On va revenir un petit peu dessus, parce que je pense que c'est très important pour comprendre comment est-ce que tu prends des décisions. Qu'est-ce qui se passe quand tu as une décision compliquée dans ta vie, dans ton business? Et puis également tes rêves, tes ambitions, parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de choses qui se passent derrière cette moustache. Oh yes. On en parle de cette moustache. Oh là là, en plus, ouais, c'est filmé là. La moustache incroyable. Ah, magnifique. J'ai préparé des petites questions, bien évidemment. Trop bien. Tout ça, j'en parle pas beaucoup, hein, donc ça va être cool de pouvoir aborder ça. Grave. Et je me suis dit qu'avec un peu de chance, tu ne saurais pas me refuser, parce que justement, je sais à quel point le développement personnel te passionne. On en a déjà beaucoup parlé, mais là, ce sera une vision un peu différente, je pense. Et le développement de business, aujourd'hui, ça devient... c'est ta vie. Je crois que tu le dis depuis ta dernière compétition, ça devient ta priorité numéro 1, le développement de ton business. Tu fais plein de choses et tu n'as pas encore eu l'occasion, je pense, de trop en parler. Donc, non, c'est avec plaisir que je partage ça avec toi. J'espère que les auditeurs ne nous en voudront pas s'ils entendent un tout petit peu de bruit. Hein, non, on est à la maison. On est à la maison, voilà. Ouais. Donc, arrive, il se passe des choses. Vous posez pas trop de questions. On vit. Alors, on va rapidement reprendre un peu ta partie études, mais je pense que pour le coup, tu en as suffisamment parlé. Ouais. Bac S, licence d'art plat, master en ciné, exact. Passionné d'artistique de façon globale, de création. 100%, ouais. Tu parles de premiers dessins en dessinant des mangas, des Dragon Ball Z, des choses comme ça. Des cartes Dragon Ball Z, pour être précis. Hein. Que tu reproduisais. Les cartes qu'on collectionnait quand on était petit, je reproduisais ça, mais genre quand j'avais 5 ans. C'est vraiment, c'était hyper jeune, quoi. Et du coup, tu parles aussi d'une souche, d'un background, d'une famille qui va te supporter dans tes idées, dans tout ce que tu fais. On va pas ni te mettre la pression pour que tu deviennes médecin ou astronaute. Tes parents vont un peu te laisser libre cours finalement à tes envies, tes passions. Ouais, et je trouve ça assez incroyable de leur part parce que mes parents sont pas nés en France, ils sont nés en Algérie. Ils ont immigré en France pendant leur adolescence. Ouais. Ils ont pas de diplôme. Donc c'est une deuxième génération d'immigration, quoi. C'est ça. Tes grands-parents qui ont immigré. Non, c'est mes parents qui ont... oui, c'est mes grands-parents, excuse-moi, effectivement. Et eux, ils n'ont pas de diplôme, tu vois, ils n'ont pas d'éducation particulière. Et effectivement, la logique, c'était fais ce qui te plaît. À quel point tu penses que ça joue, à quel point tu penses que c'est important de justement avoir des parents soit qui te mettent dans un carcan et te donnent une vision, soit te laissent libre? Je sais pas, c'est assez compliqué de répondre à la question parce que j'ai été confronté qu'à une seule face de la pièce. Mais en tout cas, pour moi, ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné parce que je pense que
cette éducation mêlée à mon esprit un peu artistique, Ouais. c'était exactement les conditions qu'il fallait Pour que ça marche. pour que ça germe dans le bon sens. Ouais. Donc je les remercierai jamais assez pour ça. Eh ben, c'est beau. Et qu'est-ce que tu en penses justement de l'autre côté de la pièce sans l'avoir vécu, qui est mon fils, faut que tu deviennes ingénieur, mon fils, faut que tu deviennes médecin. Est-ce que toi, tu aurais plutôt tendance à reproduire l'autre côté de la pièce pour tes propres enfants malgré peut-être, je pense que tu es tonton aujourd'hui, Ouais. ton frangin a des enfants. Ouais, mon frère a 2 filles, ouais. Tu te dis quand même la sécurité quand même. Est-ce que je connais pas mal d'entrepreneurs notamment qui eux ont eu des parcours complètement chaotiques et qui s'en sont sortis, mais qui se disent quand même c'est important que mes enfants fassent bac+5. Ouais. Je t'avoue que je sais pas comment je vais réagir Ouais. parce que je suis pas encore face à ce problème. Ouais. Il y a une partie de moi qui aimerait laisser cette liberté totale à mes enfants. Ouais. Surtout que je suis quand même persuadé que le système éducatif est en train de changer ou va beaucoup changer dans les prochaines années, voire décennies. Et que ce que nous, on a vécu par rapport au passage de certains diplômes, nos enfants ne le vivront sûrement pas. Ouais. Donc, c'est difficile de se projeter, mais j'aimerais qu'ils puissent avoir cette liberté de se dire « Ok, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. » Même si c'est compliqué et même si, effectivement, des fois, ça ne peut pas marcher. Des fois, ça peut ne pas marcher. Donc voilà. Moi, j'ai vraiment de double discours par rapport à ça. Genre, lancer un jeune à 18 ans dans l'entrepreneuriat plutôt que de lui faire continuer les études, ça peut être un suicide. Ouais. Et en même temps, ça peut être la plus belle opportunité de gagner 10 ans pour lui. C'est un méchant risque. Il n'y a pas de, Il n'y a pas de bonne réponse. pas de bonne réponse, Non, malheureusement. ça, c'est clair. Tu vas pas finir ton master, tu vas basculer en BPGEPS, fitness et muscu. Ouais. Tu vas donner des petits cours de Zumba à nos grands-mères favorites. Oh là là, les cours collectifs, quel cauchemar. C'était pas ta cam. Ah non, je détestais ça, mais Par contre, choix stratégique déjà à ce moment-là. en fait, la salle où j'ai fait mon stage, qui est maintenant ma salle, Ah ouais. ouais, T'as racheté. c'est ça. Le patron m'a dit à l'époque, si tu passes pas la mention fitness, je t'embauche pas. Si tu la passes, je t'embauche après ton stage. J'ai dit bon, vas-y, je vais me faire violence. Au final, c'était pas si désagréable que ça, mais c'était pas le truc qui me passionnait. Donc je l'ai fait. J'ai donné des cours collectifs pendant 18 mois, je crois. Quand même. Ouais, quand même. Et puis ça m'a quand même permis de mettre un pied vraiment dans le fitness. Dans le truc. Ouais. Tu te lances dans le fitness, dans le sport d'abord pour toi, sous l'inspiration de ton grand frère. Ouais. Comme je pense beaucoup de gens qui sont des petits frères peuvent connaître cette inspiration qu'on peut avoir pour son grand frère. Sauf que ça va matcher. Quand est-ce que tu te dis que tu pourrais en vivre ? Ça, c'est une excellente question. Je pense que les 2 premières années, c'était vraiment de la découverte. Okay. On allait à la salle avec mon frère, on n'y connaissait mais absolument rien. On savait même pas que ça pouvait être un métier. Vraiment, on sortait de nulle part. C'était un environnement totalement nouveau pour nous parce que bon, mon père il faisait pas de muscu, ma mère non plus. Personne s'était inscrit en salle de sport. Vraiment, c'était un truc totalement nouveau. Je pense qu'à partir de la 3e année, parce que j'avais commencé à bien progresser, je me renseignais de plus en plus. Et je commençais à capter qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Un marché potentiel. Un marché potentiel. Et surtout, je passais mes journées sur le site bodybuilding.com. Ouais. Et je les voyais poster de plus en plus de contenu vidéo. Ça, c'était en 2009. Hein. Okay. Donc ça remonte. Et bodybuilding.com, c'est un peu les pionniers du contenu muscu tu à sais qui les a l'international. rachetés aujourd'hui ? Non. C'est Tai Lopez. C'est pas vrai. Il a acheté bodybuilding.com. C'est inspirant de fou. Hein. Ah ouais, alors là, c'est grosse révélation. C'est fou. Et ben, j'ai passé des journées et des nuits dessus. Et c'est à ce moment-là, je pense, où je me suis dit, ah mais attends, d'une, ça me passionne, j'ai fait beaucoup de progrès, les gens à la salle commencent à me demander plein de conseils. Pourquoi j'irais pas creuser un petit peu le truc sans savoir que quelques années après, j'allais faire des vidéos sur YouTube. Ouais. Mais c'est là où ça a commencé à germer. En te disant, du coup, coach salarié, c'est le premier truc qui vient, coach salarié dans une salle ? Non. Non. Le premier délire, quand j'ai commencé ta salle. C'est ça. Quand le premier jour de stage dans ma salle de sport, je suis allé voir le patron, je lui ai dit moi, je veux bien bosser en tant que salarié quand je finis mon stage, mais mon délire, c'est de reprendre ta salle. Est-ce que c'est symbolique que quelques années plus tard, tu la reprennes ? Carrément. Et en fait, on s'entend tellement bien, on s'est tellement bien entendu, on s'entend tellement bien encore aujourd'hui que c'est une histoire de dingue. Donc le but, c'était ça. Mon but, c'était pas faire de coach, pas faire coach et être employé. Mon but, c'était avoir ma propre salle. J'idéalisais un petit peu ça à l'époque, en Bien pensant sûr. que c'était un truc de dingue d'avoir une salle. Là, tu peux passer ta journée à la salle, Exactement. discuter avec des gens passionnés, Exactement. gagner ta vie. C'est ça, j'idéalisais ça. Mais en tout cas, c'était le goal.
C'était pas forcément de faire coach. Je sais que ça allait être une étape, mais c'était pas de faire coach. Comment est-ce qu'un petit-fils d'immigrés passionné de dessiner des mangas se dit je vais être entrepreneur et je vais avoir une salle? Pour moi, il n'y avait pas d'autre solution. La faute à Arnold Schwarzenegger. Ok. Et je le dis très sérieusement. Quelle année tu commences à suivre son taf à lui, son inspiration, sa vision? Bon, Arnold Schwarzenegger, je regarde des films de lui depuis que je suis né. Ok. Littéralement, je suis né en 87. Et je pense que Conan le barbare et ce je pense genre que de sur truc. TF1, le dimanche en 87, il devait y avoir Conan le barbare. Ouais. Donc vraiment, j'ai grandi avec lui, plus tous les autres des années 90, genre Stallone, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis et tout. Et ils avaient un discours. Et eux, c'était des gars issus de l'immigration et qui avaient un discours, mais American Dream 100%. 100%. Et en plus, c'est l'incarnation vraiment du rêve américain, ces gars-là. Hein. Et donc, je pense que ça. Ça a allumé des cases. Ça a allumé des cases. Et pour moi, il n'y avait aucune autre solution que ça. Je me suis jamais vu employé. J'ai toujours compris que ça allait être une étape. Okay. Mais pour moi, mon goal, c'était ça. C'était la liberté de pouvoir prendre mes propres décisions et d'avoir la responsabilité aussi de ces décisions. À ce moment-là, du coup, dans le terreau dans lequel tu grandis, c'est quoi la valeur argent? C'est quoi la valeur travail? C'est quoi gagner beaucoup d'argent? Alors, ça va peut-être te paraître complètement bizarre, ou même à ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent. Pour moi, il n'y avait pas de question d'argent. Pour moi, c'était la passion. D'accord. C'est tu bosses de ta passion et tu produis des trucs qui te passionnent. Ça, c'était le goal. C'était le goal. Je veux faire des trucs que j'aime. Alors, je ne savais pas exactement ce que j'aimais à l'époque, mais je voyais tous ces gars qui travaillaient, enfin, qui vivaient de leur passion. Je me disais, mais attends, mais c'est fantastique. Le mec, il fait de la muscu, il fait des films, c'est trop bien. Il a l'air de kiffer sa life. Je veux exactement la même chose. Sans me dire, je vais être millionnaire, je veux gagner des tonnes d'argent. C'était plutôt l'aspect passion. Et quand est-ce que tu as commencé à conscientiser l'argent aussi? Plus tard? C'est surtout quand j'ai réalisé que... Une salle de sport, ça coûtait de l'argent. Exactement. De toute façon, il allait falloir des sous. Il nous en fallait. Il nous en fallait. Et puis que les deux allaient de pair, en fin de compte. Je ne me voyais pas vivre de ma passion et d'être limité par l'aspect financier parce que j'ai des projets que je veux réaliser et qui demandent un petit peu de sous, voire même beaucoup de sous. Donc les deux se sont liés, je pense, quand moi j'étais adolescent. Okay. Et j'ai réalisé que, bon, j'ai envie d'être patron, j'ai envie de vivre de ma passion. Mais il va falloir quand même développer un petit peu le truc pour être le plus libre possible. La décision, c'est 16, 17, 18? Je pense même un tout petit peu avant, plutôt vers les 14 ans. Ouf. Ouais, plutôt vers les 14 ans où je me suis dit, putain, ok, il va vraiment falloir commencer à organiser le truc un petit peu plus intelligemment et à te sortir les doigts du cul, en fait. Tu étais plutôt un gamin social, tu étais plutôt un gamin extraverti, introverti et introverti? Introverti 100%. Ok. 100%. Je me rappelle très bien de mon caractère à l'école. Je jouais pas mal aux jeux vidéo. Ouais. Mais surtout, j'ai un grand frère qui m'a mis à la musculation, mais qui lui était le gars populaire de l'école. Okay. Tu vois, le joueur de football américain dans les séries américaines, c'était mon frère. Il sortait avec la plus jolie fille du lycée. Personne l'embrouillait. Quand quelqu'un l'embrouillait, il se prenait une patate dans la tronche. Et moi, du coup, pendant toute ma scolarité, on m'a appelé... Le petit frère de ton frère. Mon frère s'appelle Kader. On m'appelait Petit Kader. Mon prénom, on ne le savait pas. On ne le connaissait pas. Et moi, ça m'allait bien parce que j'étais largement timide avant de commencer la musculation. Ok. Donc, tu te mettais dans son sillage. Ouais, ça me... Quand est-ce que tu as pété ça? Parce qu'aujourd'hui, tu es quand même confiant dans beaucoup de choses, dans beaucoup d'aspects de ta vie. En tout cas c'est ce qu'on voit. Il y a eu 2 étapes. La première, c'est quand il est parti du lycée, quand il a eu son bac. Forcément, j'étais tout seul. Fallait que tu prennes ta place. Fallait que je prenne ma place. Donc, on a commencé à apprendre mon prénom. Et la deuxième, c'est quand j'ai commencé la muscu. Okay. Parce que vraiment, la muscu, ça a changé quand même pas mal de trucs. Ouais. Et puis, le fait de le faire avec mon frère, parce que même si je dis mon frère, c'était la star, moi, on m'appelait comme ça, on a eu une relation de fou. Tous les deux, on s'entend trop bien. Donc, le fait de commencer la muscu avec lui aussi, ça m'a permis de me... Tu vois. Vous êtes que 2 dans la famille? Non, j'ai une petite sœur. Petite sœur aussi. Ouais, une petite sœur. J'ai un déclic qui m'a bien plu. S'ils peuvent le faire, moi aussi. Tu parles de YouTube, là? Ouais. J'ai peur de dire que j'ai toujours eu la confiance de me dire que... Enfin, je me suis jamais posé, j'ai jamais douté. Je me suis jamais dit ah putain, peut-être que je vais le faire, peut-être que ça va pas marcher. Pour moi, c'était une évidence que si jamais tu mets l'énergie nécessaire à effectuer quelque chose, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Ouais. Ok. Cette confiance-là, elle te vient d'expériences passées ou elle te vient d'un truc un peu naturel, inné? Je pense qu'il y a une part d'inné. Et je pense encore une fois qu'il y a cette part de pop culture des années 90, du quand on veut, on peut.
Qui a vraiment. qui maintenant, avec le recul, hein, on a un peu moins cette manière de réfléchir, je pense. Hein. On pourrait même trouver ça carrément kitsch Cliché. et cliché. Mais bon, j'ai grandi dans cette période-là et moi, ça m'a bien servi. Il y a vraiment une grosse vague, tu sais, développement personnel, dont tu fais partie, dont on ressent même à travers ton contenu, à travers tes podcasts. Et ouais, tiens, je voulais démarrer en disant là, on discute. Pardon, je me suis trompé de chaîne, mais c'était un peu l'idée. Euh, et effectivement, tout ça te paraît naturel. Tu as grandi ça, Ouais. enfant des années 90, on va dire, même si tu es fin Mm. 80. Aujourd'hui, ça fait tout de suite motivational speaker, Tony Robbins du cheap, arrête un peu Ouais. tes conneries. Ouais. Comment est-ce que tu vois à la fois ce mouvement des États-Unis en mode dev perso et comment est-ce que tu vois les gens qui le critiquent en même temps, tu vois? Comment est-ce que tu te positionnes toi avec ce triangle-là? Je pense que beaucoup de critiques sont légitimes parce qu'effectivement, le mouvement, entre guillemets, s'est un peu transformé. Et maintenant, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses. Mais à mon époque, cette phrase de vieux, vraie Ouais. phrase de boomer, à mon époque, j'avais 4 exemples de ça. Tu vois, Schwarzy, Stallone, je sais rien, moi, Jackie Chan et Van Damme, c'est tout. Donc, j'étais pas tant confronté à ça, juste assez pour me le mettre dans la tête, mais pas assez pour être complètement inondé de ce genre de Ouais. contenu et de me dire attends, c'est quand même un peu cheap ce qu'ils disent, je vois pas pourquoi je les écouterais. Maintenant, c'est un peu différent. Ouais. Vu que tout le monde peut s'exprimer sur le sujet et qu'il y a sûrement aussi beaucoup plus de success stories, le message se dilue un petit peu et effectivement, il y a un peu de recul à prendre dessus. Typiquement, là on discute, David Laroche. Ouais, Je te sens comme un enfant au musée de la photo, toi qui es passionné de photo. On sent vraiment une énergie folle chez toi de creuser la conversation avec le mec, les études, Ouais. le truc, sa réflexion, sa façon de penser. Il représente quoi aujourd'hui pour toi un David Laroche qui est quand même assez controversé, qui Ouais. est certes au top de l'industrie coaching dev perso, et en même temps il y a beaucoup de gens qui l'insultent de charlatan. Il représente quoi pour toi? Comment est-ce que tu le vois? Bah déjà, on est un peu sur la même longueur d'onde parce qu'on vient de la même époque encore. Hein. Mhm. Je crois qu'on a le même âge d'ailleurs. Il me semble on est né la même année. Et il y a plein de trucs, il y a plein de choses qu'il fait avec lesquelles je serais pas forcément d'accord. Mhm. Mais j'ai tellement accroché avec le caractère et toutes les histoires qu'il m'a racontées pendant ce podcast que effectivement j'étais très très content d'avoir pu le rencontrer et d'avoir échangé ces mots-là. Ouais. Peut-être que maintenant il y a une espèce de maturité, encore heureux d'ailleurs, qui fait que quand je m'adresse à quelqu'un, je vais pas boire ses paroles à 100%. Oui. Je sais très bien qu'il y a une part de choses avec lesquelles je suis pas forcément d'accord, mais je préfère me concentrer sur les choses qui me plaisent, qui m'intéressent, et de mettre ça en premier. Qui t'apporte de la valeur, quoi. Voilà. Je préfère passer un très très bon moment et ne pas penser à ce qui pourrait Nous séparer. nous séparer Ouais. et me concentrer sur le reste. Ouais. Par rapport à YouTube, du coup, tu te lances, s'ils peuvent le faire, moi aussi. On parle beaucoup de différenciation d'un point de vue business, d'un point de vue YouTube, d'un point de vue branding. Toi, tout de suite, tu pars sur le conseil pratico-pratique qu'on peut appliquer à la salle et tu pars sur une vision de la pédagogie peut-être un peu plus poussée de ce qu'ils faisaient à l'époque. Je n'étais peut-être pas trop YouTube Game Muscu non plus, moi, de mon côté à l'époque, mais je pense qu'effectivement, tu t'es fait suffisamment critiquer pour essayer de théoriser pas mal de choses pour que tu aies révolutionné un peu cette partie-là du game. Ça t'est venu naturellement? C'était évident pour toi? Ça a été réfléchi? Est-ce qu'après coup, tu vois la réflexion ou comment ça s'est fait? C'était évident parce que c'est mon caractère. Et je fonctionne comme ça avec absolument tout. Ok. C'était la même chose quand j'étais en fac d'art plastique, c'est la même chose quand je faisais mes petits projets artistiques. J'ai toujours eu cette rigueur et la recherche. J'ai toujours voulu intellectualiser un petit peu, tu vois, Ouais. le truc, que ce soit en art ou en musculation. Donc pour moi, c'était une évidence. Et après, quand j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait à l'époque où je me suis lancé sur YouTube, il n'y avait pas beaucoup de chaînes de fitness. Ouais. Je crois qu'il y avait From Human to God, il y avait Thibaut InShape, peut-être une ou deux supplémentaires, Rudy Koya et All Musculation. Et Quelle année le démarrage? ma première vidéo, je l'ai publiée en 2012, mais j'ai commencé à publier régulièrement en 2014. Il n'y avait pas grand-chose. Et je savais que j'avais quelque chose à apporter de plus qui Ok. correspondait à mon caractère. Donc, j'avais vraiment pas besoin de jouer un rôle ou quoi que ce soit. J'avais juste besoin de faire exactement la même chose que je fais dans ma pratique personnelle. Je me suis dit, mais c'est fantastique. On en retourne à la passion, on retourne à l'aspect passion. Je me disais, je vais kiffer. Je vais partager ça avec des gens qui seront potentiellement intéressés. Et ça a été le cas. Donc, trop bien. Au début, pas de vision de business?
Ou dès le début, vision business? Non, pas de vision de business parce que je savais pas que c'était possible de gagner sa vie sur YouTube. Je savais pas que ça pouvait m'amener là où j'en suis aujourd'hui. Donc, lance-moi un peu dans le flou. Lance-moi un peu dans le flou. Il y a des gens, ils partent, ils veulent être le numéro 1, ils savent qu'ils vont casser la baraque. Ego mal placé ou visionnaire, on sait pas trop. Toi, c'était quoi le game? C'était d'être le numéro 1? Pas sur YouTube. Quand je me suis lancé sur YouTube, j'avais aucune prétention à devenir le premier parce que je savais pas que ça pouvait se transformer en métier. À cette époque-là, en 2014, mon délire, c'était plutôt d'avoir plein de salles de sport. Ok. C'était d'avoir plein de salles de sport et de pourquoi pas me débrouiller dans la compétition en fitness. Ça a vite changé après. Ouais. Mais YouTube, c'était encore trop jeune pour que je puisse me projeter là-dessus. Ok. Donc, t'as pas d'ambition particulière sur YouTube? Non. Ok. Non. Et C'est venu un peu plus tard, ça. Ouais, c'est la compète à ce moment-là. Ouais. T'es dedans et l'objectif, c'est de devenir champion plutôt. Exact. Devenir champion, pour moi, c'était une vision très précise. Devenir champion et avoir plein de salles de sport. Pour moi, c'était le business model rêvé, entre guillemets. Bon, après, ça a bien changé parce que j'étais confronté à la réalité. Toutes les chaînes de muscu, les prix sur les abos. Tu dis, bon, en fait, peut-être pas le truc le plus rentable du monde. Non, on va peut-être réfléchir à deux fois. Complètement. J'aimerais savoir d'ailleurs la renta réelle d'une chaîne. Alors, je connais même pas les noms parce que j'y vais pas. Mais ça doit être merguez. Ils doivent dû faire des levées de fonds de fou pour pouvoir lancer le truc. Exactement, c'est le cas pour Basic Fit par exemple. Ouais. C'est le cas pour Basic Fit. Levé, renta 0 au début ils espèrent revendre avec des MRR dingues. Exactement. Et puis après, ils investissent aussi dans l'immobilier parce qu'ils achètent leurs locaux. Basic Fit par exemple. Ouais, ils veulent faire un modèle à McDonald's et gagner de l'argent sur l'immo. T'as tout compris. Ouais, d'accord, ok. Et du coup, ce qui est un autre game, parce que la levée de fonds, c'est encore un autre game. Ouais. Peut-être on en parlera après. J'imagine que tu dois avoir 2-3 trucs sous le tapis à lever. Ta première vente, elle s'est passée comment? Ma première vente, elle s'est passée comment? Ça remonte un petit peu. Vente de coaching? Alors, ça dépend de quoi on parle. Parce que effectivement, j'ai fait du coaching à distance entre 2012 et 2015. Et je dirais que ma première vente, c'était fin 2015 avec un programme de musculation clé en main. C'était pas du suivi personnalisé. D'accord. C'est vraiment ce qui a lancé mon business de coaching en ligne. Coaching en ligne, entre guillemets. Coaching physique, du coup? Non, c'était pas physique. Et c'était coaching physique, t'en as vendu? T'as fait des clients? Ouais, j'ai fait des clients, mais pas tant que ça. Parce que c'était pas quelque chose qui me passionnait. Qui t'intéressait? Ouais. Ok. Donc j'en ai fait pour vivre à la fin de mon diplôme, à la fin de mon BPGEPS en 2011. Mais j'ai pas vraiment poussé ça. Donc 2015, là c'est le premier programme que tu lances. Ouais. Fitmass. C'est ça. Et page ClickFunnels. C'est arrivé dès le début, dès 2015? Directement. Le programme Fitmass a été directement vendu comme ça. C'est beau. Ouais. Et gros succès sur le programme Fitmass. Parce que j'avais quand même une petite communauté sur YouTube. Je pense que j'avais déjà dépassé les 100 000 abonnés. Ouais. Je te dis 2015, mais c'était peut-être plutôt début 2016. Enfin bref, à quelques mois d'intervalle. Donc gros succès. Et c'est à ce moment-là où tout a changé, vraiment. Bah oui, parce qu'il y a de l'argent qui commence à rentrer. Absolument. Donc des moyens supplémentaires, des possibilités, tu vois les choses différemment, quoi. Exactement. Donc c'est là où l'activité a vraiment basculé. Justement, c'est intéressant. Tu vas du coup utiliser ClickFunnels. Donc ClickFunnels a un outil américain qui permet de faire des tunnels de vente, etc. Ouais. Très inspiré du coup d'un modèle très marketé américain. On vous invite à des événements de 12 000 personnes. On vous montre des mecs avec des grosses bagnoles, des Lambo &Co. Et on vous dit vendez des PDF en ligne et vous ferez comme eux. C'est qui tes inspirations d'un point de vue marketing, muscle game? Alors, pour tout te dire, toute la partie marketing, j'y ai pas touché. Intéressant. J'y ai pas touché parce qu'il s'avère qu'un ami d'enfance se lançait là-dedans. Enfin, s'était lancé là-dedans il y a déjà pas mal d'années. Ok. Et on s'est retrouvés à tout hasard, comme ça. On a discuté un petit peu. Qu'est-ce que tu fais, machin? Ouais, moi j'ai une chaîne YouTube. Toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais des funnels. Je fais du marketing en ligne, etc. Et c'était, je dirais pas que c'est un hasard qui fait bien les choses, mais c'était un peu ça en fait. On s'est retrouvés un petit peu comme par hasard, alors qu'on allait travailler en boîte de nuit ensemble. Ok. Truc qui avait rien à voir. T'avais fait un peu de sécu, non? Non, serveur. Ah ouais. Ouais, j'étais de l'autre côté du bar.
Et je m'étais inscrit quand j'étais plus jeune, genre en 2013, je pense, dans une salle pour faire du taekwondo. Ok, J'en ai pas fait très longtemps. Et lui faisait du karaté dans ce club-là. ok. Donc bref, on se connaissait depuis très longtemps, on s'est retrouvés. Et puis on a décidé de bosser ensemble. Lui, il savait pas du tout ce que ça pouvait donner. Moi non plus. Et puis ça a bien marché. Donc c'est lui qui allait chercher les inspirations aux US, c'est lui qui te proposait Absolument. des modèles, des façons de faire pour vendre de la formation. Absolument. Et toi, tu valides tout. Il y a des trucs où tu dis, frère, c'est un porte-corps. Je valide absolument tout. Ok, Donc vraiment, j'étais pas en mode je fais mon programme de musculation, tu te démerdes pour le vendre. On discutait vraiment comme si on était deux associés, alors que c'était pas le cas, mais on discutait vraiment comme deux associés pour faire le truc le plus quali possible. Parce que j'avais quand même des a priori négatifs sur le marketing en ligne. Pour moi, ça va être dur de dire ça, mais des fois, il y avait vraiment des charlatans. ah, bien sûr. Parce que je n'étais pas renseigné sur le sujet. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et en discutant avec lui, en voyant ses méthodes de travail, en voyant qu'on gardait l'éthique de proposer un bon programme de musculation que les gens pourront suivre et progresser, ce qui s'est passé, je me suis dit, mais c'est trop bien. C'est lui qui te pousse à créer même le programme en ligne ou tu avais déjà le programme Non, en le ligne? programme en ligne était déjà tout créé. D'accord. Et Il était ça, déjà- qu'est-ce qui te vient l'inspiration de créer un programme en ligne? Alors, c'était au moment où ma communauté YouTube commençait à grossir. Ouais. Je me suis dit, comment je vais faire pour toucher un max de personnes sans faire du personnalisé? Parce que je ne peux pas faire du personnalisé toute ma vie sur des centaines et des centaines de clients. Grave. Et la logique, c'était, attends, je vais réfléchir à un format d'entraînement, un petit peu une espèce de méthode pour que le plus de pratiquants puissent le suivre et avoir quand même un max de résultats. 80-20 quoi. C'est ça. Mm. Sans payer un coaching perso sur 3 mois qui leur coûterait 900 balles. Ouais. Donc c'était ça la logique. Mais après, je savais pas quoi en faire. Et il arrivait au bon moment pour qu'on puisse le distribuer entre guillemets à toute mon audience. Bon timing quoi. Il Ouais. y avait déjà des gens en France qui étaient sur le marché. Non. Alors il y encore. avait que des gens qui faisaient du coaching à distance. Ouais. Mais ce genre de programme-là, je suis un peu le premier à l'avoir fait. Ok, c'est beau. Ouais. Aujourd'hui, on est vraiment dans le jeu du toujours plus, notamment dans le marketing en ligne, mais aussi dans la muscu quand même. Les codes du marketing sont arrivés chez vous. Enfin, je m'étonne. Est-ce que c'est un truc qui t'excite? Est-ce que tu as envie d'inonder le marché, de pousser un max la publicité, que tout le monde ne voit que toi, et de faire le plus gros chiffre d'affaires du monde, comme on le voit dans plein de marchés, comme le marketing, le coaching, l'immobilier, où les mecs scale les tunnels jusqu'à la mort, quoi. Est-ce que c'est un truc qui te parle ou pas? Oui, alors ça me parle, c'est une très très bonne question et j'en parlais encore tout à l'heure avec mon équipe marketing. Intéressant. Parce qu'on se pose réellement la question. Et moi, je me pose réellement la question. Je suis un peu partagé. Je suis un peu partagé parce que effectivement, en toute humilité, je pense faire du bon travail Mhm. et je vois pas pourquoi On scalerait pas. on scalerait pas. Tant qu'à faire. Si on fait du bon boulot et que ça fonctionne, que les clients sont satisfaits, pourquoi ne pas essayer de le proposer à un maximum de personnes? Grave. Et d'un autre côté, je me dis, est-ce que c'est vraiment un objectif de faire plusieurs millions ou dizaines de millions de chiffres d'affaires par an pour de la muscu? Je suis très partagé. Mais vraiment à 50-50. Hein. Ok, Il n'y intéressant. a pas quelque chose qui sort du lot plus que l'autre. C'est quoi le pivot? C'est peut-être jusqu'au moment où l'avatar n'est plus l'avatar exact avec lequel tu veux travailler. Probablement. Ça Ouais. serait quoi devoir mettre en place des stratégies commerciales, peut-être du closing, peut-être un peu trop pushy avec lequel tu serais plus en accord? C'est quoi tes limites? C'est une bonne question. Du closing, j'en ai déjà pour mes formations. Ok. Donc, et il n'est pas trop pushy. Donc, il y a encore beaucoup de boulot à faire Il est sur plutôt ça. côté conseil, accompagner le client dans son choix. Ok. Exactement. Ouais, exactement. C'est pour ma formation de coach dont on parlera si tu veux. Ouais, parce qu'elle est un peu plus chère celle-là. Du coup, Ouais, tu as c'est mis mon quelqu'un produit au le plus téléphone. cher, exactement. Ouais. Donc vraiment, je suis partagé. Et je sais pas quand est-ce que la décision se fera. Ça se trouve ça se fera naturellement et que Ouais. dans 2 ans, on verra ma tête partout parce que j'ai scalé au max. Il y a un truc qui est sûr, c'est que les opportunités d'acquisition de trafic, elles changent. Ouais. Il y a un an, tu aurais très bien pu le faire sur Facebook, appuyer sur 3 boutons, augmenter les budgets, ça se serait passé tout seul. Aujourd'hui, c'est déjà plus vrai. Donc, pendant longtemps, il y avait cet enjeu-là. Et je dirais que si demain, tu as l'opportunité, que tu es 100% aligné avec ton produit et que ton taux de satisfaction client ne drop pas, par contre, il faut être capable de pouvoir le traquer, Bien typiquement. sûr. Alors, il faut y aller, quoi. Parce que le truc de base, c'est quand même de pouvoir proposer ton art à un maximum de gens, accompagner un maximum de gens dans leur perte de poids ou leur prise de masse. Mm. Moi, c'est un truc vraiment que je me suis posé à moi-même, en fait. Ah ouais. Cette question, bien sûr, de qu'est-ce qui t'empêche de... Si demain, tu pouvais pitcher à 1000, 2000, 10 000, 100 000 personnes en même temps,
Tu le ferais pas? Qu'est-ce qui se passe? T'as peur? T'as peur de quoi, tu vois? Et je pense que c'est intéressant. Donc, typiquement, on ne sait pas jusque quand, tu vois, le modèle va changer. Et donc, quand on a une opportunité, je pense que faut la prendre parce que ce qui est incroyable aussi avec ça, c'est demain, on fait une énorme campagne marketing. Même, admettons, tu vas réussir à marger 20-25%. Tu as vraiment poussé très, très fort. Tu as réduit tes marges au max. La notoriété, la visibilité que tu as Elle augmente, gagnée, ouais, bien sûr. le taux de répétition que les gens ils t'ont vu, c'est incroyable. Ouais. Enfin bref, intéressant en tout cas ta réflexion. Je pense que ça résonnera chez beaucoup de gens aussi. C'est pas non plus une fin en soi de scaler comme un fou. Non, ouais, bien sûr. Je connais aussi beaucoup de gens, tu vois, qui préfèrent garder leur marge très 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 confortable Mm. et ils sont Et très fonctionner heureux comme avec ça. ça. Exactement. Parce que tiens, ça c'est intéressant. Ça fait quoi d'être reconnu? Il y a beaucoup de gens, ils veulent devenir célèbres. Et tu as des punchlines à la Big Flo et Oli où le mec te dit j'ai rêvé toute ma vie d'être connu et aujourd'hui je rêve d'être personne, tu vois. Alors on n'est peut-être pas au niveau de Big Flo et Oli, mais 800 000 bientôt. On espère dans lesquels. Demain, j'espère. Demain, Abonnez-vous j'espère. chez Nassim Saïli. 800 000, ça fait quand même beaucoup de gens. Ouais. Sur ta niche de la muscu, tu es top 1 ou top 3, ça dépend comment on compte. Ça fait quoi d'être visible? Ça fait quoi d'être connu? Ça fait quoi d'être. En vrai, pour l'instant, ça m'a apporté que du confort. Ouais. Que du confort. Et les gens qui me reconnaissent sont toujours très respectueux. Et je pense m'adresser à une communauté qui est. Je ne sais pas si je peux utiliser le mot mature, mais je ne suis pas un candidat de télé-réalité, je ne suis pas un influenceur, je suis un coach. Même si, bon, je suis quand même un influenceur un petit peu maintenant. Bien sûr. Je suis avant tout un coach. Donc les gens viennent me voir pour les conseils que je donne Mhm. et viennent pas me poser des questions sur ma vie perso ou quoi que ce soit. Donc Ouais. ça reste toujours très très confortable. Ouais, et puis je pense que tu as décidé aussi de Ouais, poser le cadre. c'est ça. Je me Donc, souviens aussi d'une vidéo dans laquelle tu as dit je suis pas votre pote, je suis l'entrepreneur, non? Il y en ouais, avait une comme ça. bah ouais, je suis pas votre pote. Mais après, les gens qui viennent me voir s'adressent à moi comme si j'étais leur pote. Je leur réponds de la même façon, tu vois, avec en étant très ouvert parce que ça me dérange pas du tout. Hein. Je suis Mhm. très content que les gens me parlent comme s'ils me connaissaient. Mais après, je vais pas partager des choses que j'ai pas envie de partager avec ma communauté. Ça, c'est clair. Restez connectés. Moi, je n'ai pas donné mon dernier mot pour cette interview. En général, c'est des interviews révélations qu'on fait Mais chez c'est moi. surtout, je parle surtout sur ma chaîne YouTube parce que c'est une Bah chaîne de oui, muscu. bien sûr. Donc je reste Faut rester cohérent. et même sur mon Instagram. Après, quand je suis pas sur ma chaîne ou quand je suis pas sur mon compte, je peux parler de plein de choses. Bah, Ça me forcément, dérange moi, pas. je vais ouvrir après la conversation sur comment est-ce que tu gères vie Mm. pro, vie perso, à quel point ton business t'a parfois avalé le cerveau. Est-ce que tu arrives à garder un environnement? Restez connectés. Ouais, rester Restez jusqu'à la connectés. fin. Mais pour l'instant, ouais, ça m'a apporté que du confort. Et puis en fait, ce qui est cool, c'est que n'importe quel mec entre 18 et 40 ans a déjà tapé développé couché sur Google et est tombé sur ma photo. C'est beau? Ça, c'est cool. Ouais. Ça, j'avoue que c'est vraiment bien. Et moi, je suis content qu'ils puissent tomber sur mes conseils. T'as une ambition d'être visible? Oui, Ouais. pour moi, En tant que coach ou visible tout court? non, en tant que coach. Ok. Dès que ça a commencé à fonctionner avec la communauté YouTube, Instagram, que les programmes fonctionnaient bien, mon but, c'était d'être le coach numéro 1 en France. Et comment tu vas faire demain quand tu feras de la série télé ou du film? Faudra peut-être sortir du cadre du coach. Ouais, sûrement, mais ça, je pense pas que ce soit un problème. Ok. Je pense pas que ce soit un problème. De la même façon que Schwarzenegger l'a fait, je pense pas que ce soit si difficile que ça de basculer d'une activité à une autre. Ça reste ton goal? Ça reste un goal? Bah, ça reste un goal parce que j'ai quand même j'ai plusieurs passions en fait. La muscu en est une, mais il y en a d'autres. Et, euh, et en fait, je me vois bien arriver à réaliser tout ça. Qu'est-ce qui fait que y a un truc, tu sais, c'est comment créer l'impossible dans sa vie. J'aime bien le partager dans les interviews Mhm. et l'idée c'est d'aller chercher des gens qui justement ont construit des trucs qui paraissent incroyables pour le commun des mortels. T'étais à mon avis un gamin comme les autres et t'as décidé de te créer une vie complètement différente. Et justement aujourd'hui, et c'est le cas chez beaucoup d'entrepreneurs ou de gens qui arrivent à créer un truc dans leur vie, il y a un truc qui se débloque et après c'est le bordel quoi. Tu vois, tu Ouais. finis à la télé sur Netflix ou je sais pas quoi. Euh, Qu'est-ce qui fait la différence entre un Nassim et ton cousin ou ton voisin qui lui, il est resté dans son truc et il n'a même pas accompli un truc dans un domaine, tu vois? C'est quoi la diff? Elle se fait quand? Elle se fait comment?
Tu sais que c'est trop difficile de répondre à cette question. Et je peux te dire que ce genre de discussion avec mon grand frère, on en a eu mais des dizaines et des dizaines. Parce qu'on est partagé entre deux choses, tu vois. Il y a un petit côté de moi qui me dit pouah, je suis un déterminé, depuis que je suis né, il y a un petit truc en plus qui fait Ouais, que on te raconte des histoires. on raconte des histoires. C'est bien, ça flatte l'ego, mais est-ce que c'est vrai? Probablement pas. Il y a une autre partie de moi qui me dit oh, mais en fait, c'est de la chance, hein, c'est une accumulation d'opportunités, des bonnes rencontres au bon moment, et je suis un petit peu un chanceux que toutes les planètes se soient alignées au bon moment pour que je puisse accomplir ça. Mais statistiquement, ça peut pas être que de la chance non plus. Statistiquement, ça peut pas être que de la chance, mais ça peut pas être non plus que un talent qui sort de nulle part. C'est clair. Donc effectivement, on est un peu entre les deux. Pour moi, il n'y a pas eu de déclic. Je pense vraiment que j'utilise des grosses guillemets. Ma réussite, parce que la réussite, ça veut tout et rien dire. Ouais. C'est un peu une accumulation de facteurs, et puis aussi probablement une détermination personnelle, mais qui est liée à mon caractère. Tu vois, je m'imagine pas plus déterminé qu'un autre, je m'imagine pas plus intelligent qu'un autre. Mais avec les conditions dans lesquelles j'ai grandi, bah on a eu, tu vois, la petite recette de cuisine qui a bien fonctionné. Tu as saisi des opportunités Ouais. qui ont fait la différence? Bah ouais. Et j'ai eu un entourage aussi qui m'a soutenu. J'ai eu des parents qui m'ont éduqué de telle façon. J'ai eu un grand frère qui m'a fait découvrir la muscu. Donc tu vois, il y a eu, en fait, c'est un mix des deux. Est-ce que tu as en souvenir un moment où tu te jettes, une prise de risque? Non. Jamais. Non, parce que ça Ça a été, toujours été assez ça a soft été, dans ça a ta été croissance. ça a été assez graduel. Hmm. Et il n'y a pas un moment où je me suis réveillé un matin, je me suis dit, ah, ça y est, ma vie change aujourd'hui. Hmm. Ça a été plutôt graduel. Tout le monde aussi, C'est moins sexy, hein, mais Bien c'est la sûr. réalité. bien sûr, il y a ce truc où ouais, ça doit être fou quand tu as 1 million d'abonnés ou quand tu as 1 million d'euros. Alors que la réalité, quand ça se passe pas du tout, parce qu'en Mm. fait, bah, c'est juste un petit peu plus qu'hier Ouais, et un petit peu moins que demain, espérons-le. ouais. T'as pas vécu non plus de wow moments, de aha moments par rapport à ça? Alors, il y a peut-être un moment qui a été particulièrement grisant pour moi. C'est effectivement quand les programmes se sont très bien vendus. Mhm. Mais même pas pour le chiffre d'affaires que ça a généré. C'est la reconnaissance de me dire oh putain, ok, je suis un bon coach et les conseils que je donne, ils sont vraiment utiles. Ok. Ça a été un délire assez particulier. Après, bien sûr, ça a été accompagné par la réussite financière, Mhm. de se dire ah ouais, mais là, il y a un step qui est passé. Donc, Quand est-ce que tu as compris que c'est bon, ça y est, tu seras plus jamais en galère? Si tu avais un espèce de billet de sécurité peut-être plus jeune. bah, je crois que c'est à ce moment-là, tu vois, aux alentours de Hmm. 2016, où je me suis dit putain, mais en fait, c'est bon. Grâce à mes connaissances, mon expertise, Je peux en vivre tranquille. je peux en vivre. Je trouverai un moyen. Si ça a fonctionné, je trouverai un moyen pour faire quelque chose d'autre. Et j'ai pas d'inquiétude vis-à-vis de mon futur professionnel. Au contraire, les seules inquiétudes, enfin non, c'est même pas des inquiétudes. J'ai pas d'inquiétude vis-à-vis de mon futur professionnel. Je sais que j'ai des choses, des capacités qui me permettront de créer ce qui pourra me faire vivre et me plaire. Tu avais une vision, des rêves, des envies, mettre la daronne à l'abri, acheter une villa à Miami. Alors la villa, non. La daronne, tout le monde a envie de mettre à l'abri ses parents. Après, j'ai vécu dans une famille très modeste, mais j'ai jamais eu l'impression d'être dans une famille modeste. Ok. C'est que mon père gagnait une misère. Ma mère n'a pas travaillé la plus grande partie de sa vie. On vivait en HLM, mais j'ai jamais eu l'impression que mes parents avaient réellement besoin D'oseille en plus, de la quoi. réussite des enfants pour, tu vois, Ok. pour vivre. Donc ça, c'était trop cool. Mais pour en revenir à ta question, j'ai pas de goal particulier. Vraiment, ça va être très cliché, mais je veux juste être heureux et faire ce qui me fait kiffer. C'est beau. C'est beau. Quand est-ce que tu as commencé à avoir suffisamment de résultats pour te surprendre d'un point de vue financier pour le coup? Parce que d'un point de vue impact, c'est 2016 ce programme qui cartonne. Ouais. D'un point de vue financier, où là tu commences à gagner des sommes, où tu te dis ça fait beaucoup d'argent là, patron. Il se passe quelque chose là. En Bah, même temps, en fait, non, pas en même temps, parce que c'est monté graduellement. Et je sais pas s'il y a un moment précis, mais bah, d'année en année, en fait, il y a eu de plus en plus de sous. Et d'année en année, je me suis dit, putain, mais ouais. ça a Là, été quoi le cap? Est-ce que tu as eu des caps, les 5000, les 10 000, les 100 000? Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis merde, ça fait beaucoup là? putain, c'est une bonne question. Pour moi, dès le début, c'était beaucoup. Ouais, Dès le début, vendre un programme à 97 euros à plusieurs centaines ou milliers de personnes, je me dis, putain, ouais, c'est quand même c'est balèze. incroyable. Hmm. Et puis après, ça a augmenté tous les ans.
Ça a augmenté tous les ans. Peut-être que dès que j'ai eu cette salle de sport, avril 2018, je me suis dit, mais attends, il y a quelque chose qui change. Et c'est pas tous les youtubeurs qui peuvent ou même tous les coachs qui peuvent se payer une salle avec les machines dont ils ont toujours rêvé et d'avoir le luxe de pouvoir tourner quand ils veulent, dans le local qu'ils veulent. Là, je pense qu'il y a eu une petite prise de conscience. C'est ça ton succès financier? C'est pouvoir te payer tes délires? Je sais pas si ça. Ouais, si, carrément. Carrément. Et ça, c'était vraiment un délire. Que maintenant, j'ai réussi à rentabiliser en fin de compte, parce que je fais plein de trucs avec. Mais oui, à la base, c'était un peu un délire. D'un point de vue perso, tu t'es acheté une belle baraque, ta petite Bentley Continental GT. C'est quoi les délires, on va dire, financiers, les kiffs, les investissements que tu as pu faire en perso? Pas de voiture, pas de maison. La Fiat 500 quand même. Oui, la Fiat 500, mais bon, c'est toujours pas... là. Ouais. Ça, c'est une petite voiture de collection qui me faisait bien kiffer. Me suis acheté des montres. Ouais. Parce que ça, Ta j'adore. petite Rolex. Ouais, je l'ai pas mise aujourd'hui, mais je me suis acheté une Rolex, je me suis acheté une Panerai, parce que j'aime bien ça. Ouais, c'est beau. Ouais, c'est beau. C'est beau, je trouve que pour un homme, c'est un bijou. Enfin bref, on pourra en discuter après le podcast si tu veux. Mais non, il n'y a pas eu d'autres gros délires comme ça. Peut-être qu'il y en aura un jour, tu sais, je me le refuse pas. Mais pour l'instant, non. Ok. Ça fait sens. Ouais. Ça fait sens. Tu tiens ta ligne. Tu tiens ta ligne directrice, quoi. On sent que le socle est solide, tu vois, d'un point de vue financier et tout machin. T'as pas craqué à un moment donné? T'as pas pété un câble? T'as pas dépensé trop de thunes? T'as pas fait une connerie? T'as pas... Non, parce que je sais pas si j'ai vraiment les pieds sur terre vis-à-vis de ça, mais je prends beaucoup de recul par rapport à l'argent que je gagne en fait. Je sais que ça peut... Je pense pas que ça puisse s'arrêter demain, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure... Quand t'es assez smart, ça se passe bien. Exactement, exactement. Mais je porte beaucoup de recul par rapport à ça, tu vois. Je suis pas vraiment un flambeur. Ça veut pas dire que je me fais pas plaisir, mais je suis pas forcément un flambeur. Donc non, il n'y a pas un moment où j'ai pété un câble, je me suis dit putain, allez, vas-y, je vais dépenser 50K juste pour me faire kiffer. Grosse soirée en boîte de nuit. Par contre, ça, ouais. Ouais. En fait, je suis plus à dépenser mon argent dans des expériences plutôt que dans des objets, pour appeler ça. Mais je t'imagine pas en boîte de nuit, par contre. Bah, imagine pas. Non. Mais si, bien sûr que oui. Boîte de nuit, alcool. Boîte de nuit, à boire, on s'amuse avec les potes. Ouais. Mais ok. tu vois, des expériences, donc des beaux voyages, des soirées avec des amis. Jet privé, Las Vegas. Des trucs tu te réveilles comme ça. 3 jours après. Ça, en vrai, je dirais pas non. C'est ce que je vais faire. Mais je l'ai pas encore fait. En termes de vie de jeune garçon, moi, c'est prévu. Ça, c'est beau, ça. C'est prévu. Un sujet sur lequel c'est brûlant, c'est un vrai sujet pour toi. Formation, diplôme et entrepreneuriat. Ouais. Tu as sorti du coup une formation non diplômante, non certifiante, je ne sais quoi, pour transmettre ton expérience en termes de coach et aider les coachs à mieux se vendre, à développer leur activité, à devenir prospères. Ouais. Tu t'es fait un peu attaquer par la communauté, tu t'es fait aussi baquer par plein de membres de la communauté. J'ai regardé le podcast avec Jamo. Jamo parle vraiment beaucoup et il est incroyable. C'est incroyable. Je l'adore ce mec. Et donc du coup, amène le débat plus large sur l'entrepreneuriat. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire de faire des études pour entreprendre? Est-ce que tu penses que non? C'est quoi ton point de vue sur le sujet? Je pense que la formation est nécessaire. Enfin, peut-être même pas nécessaire, mais elle est recommandée. Par contre, les diplômes, encore une fois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport à nos enfants, etc. Je pense que le système éducatif est déjà en train de changer. Et moi, personnellement, j'en parlais dans le podcast que j'ai fait avec Rob. Il disait, ouais, mais tu conseillerais pas à tes enfants de passer le bac? Mais pourquoi faire? Je vais les faire chier à passer le bac ou une licence ou un master, alors que 90% ne s'en servent pas forcément. Et moi, je m'en fiche en fait de ton diplôme. Par contre, ils vont bosser et s'éduquer tous les jours. Exactement. La case éducation bien sûr, ils vont pas rester plus présente que jamais, voilà, mais la case diplôme, non, quoi. Ils vont pas rester à rien foutre. Mais non, la case diplôme, pour moi, ça veut plus rien dire. Obsolète. Déjà maintenant. Et je le vois avec les alternants qui sont avec moi ou les gens avec qui je travaille. Vous apprenez quoi en cours? Vous apprenez quoi en entreprise? Ah bah ouais, là c'est le jour et la nuit. Et moi je préfère quelqu'un qui n'a pas de master mais qui connaît tout ce qu'il y a à savoir sur son métier plutôt que quelqu'un qui s'est fait chier à passer un master et qui vaut rien sur le papier. Dans la réalité plutôt. Sur le papier, ouais. Donc, et c'était un petit peu ça la logique de la formation de coach. C'est que le diplôme de coach il ne sert à rien. Je suis désolé de le dire mais je le répète face caméra, il ne sert à rien.
Surtout que le vôtre, je pense qu'il n'est pas du tout updaté. Non, il n'est pas du tout updaté. Alors, il y a une poignée d'irréductibles Gaulois. voilà, qui ont encore des organismes de formation très qualitatifs, mais c'est combien? Ouais. Je vois tous ceux qui sont à Lyon, ça va pas du tout. Donc, même si ma formation n'est pas diplômante, pas certifiante, je vais pas rester le cul assis dans mon canapé à attendre qu'il y ait des réformes qui n'arriveront jamais. Je fais le truc, et moi, mon but, il est clairement assumé. Je veux que ma formation elle ait tellement de succès que Jeunesse et Sport, ils peuvent pas fermer les yeux. Et ils prennent Ils conscience se bougent le qu'ils cul se en se bougent le disant cul. s'il y a 1000, 2000, 3000 personnes qui ont travaillé avec Nassim, peut-être qu'il faudrait qu'on réfléchisse à faire changer le truc. Exactement. Donc c'est ça la logique. T'as J'attends. pas voulu jouer dans les règles? Parce qu'aujourd'hui, avec toute l'infrastructure, le boulot que tu fais, tu aurais très bien pu te démerder pour choper une certification, un truc, un machin. Oui, en 2017 ou peut-être 2018, j'ai pensé à monter un organisme de formation pour faire passer des BPGEPS. Mhm. C'est la croix et la bannière. Grave, de ouf. Surtout à Lyon, parce qu'à Lyon, c'est un peu la guéguerre des organismes de formation. Si Nassim Saïli, qui a à l'époque 500 000 abonnés sur YouTube, ouvre un BPGEPS, ça va leur faire un petit peu mal. Ouais. Et je peux te dire qu'ils auraient mis des bâtons dans les roues pour la création de l'organisme de Ok. formation. Et puis, dans mon autre salle VO2 Max, on fait passer des diplômes. Enfin, forcément, il y a des experts jeunesse et sport qui viennent chaque année. Ok. Il y en a un qu'on connaissait particulièrement bien. Il nous a dit, mais ne faites pas ça. Ne faites pas ça, vous allez passer 2 ans à monter un dossier, tout ça pour que les autres organismes de formation vous fassent chier. Est-ce que vous allez vraiment vous y retrouver? Donc j'ai abandonné. Et tu t'es dit Je tout me droit. Je me suis dit tout droit. Ouais. Tout droit, on se prend pas la tête. Exactement. Je fais mon truc et on verra ce qui se passe. Et donc, éducation, diplôme obsolète. Ouais. Est-ce qu'il y a un modèle d'éducation, un modèle de formation qui aujourd'hui, à toi, te parle, t'a permis d'évoluer, d'apprendre? C'est quoi, toi, ta façon d'apprendre? Ma façon d'apprendre, c'est d'une part faire mes recherches personnelles. Ok. Et puis à partir du moment où je tombe sur un interlocuteur qui a un discours qui résonne et qui pour moi a l'expertise nécessaire, eh ben, je m'investis dans ce genre de formation. Ok. Donc moi-même, j'ai pas peur de prendre des formations parce que c'est un investissement. Formation en ligne? Formation en ligne, bien sûr. Ok. Formation en ligne, pour moi, c'est un investissement. Donc c'est une évidence d'investir de l'argent et du temps pour améliorer son savoir. Ok. Bootcamp, les livres. Est-ce qu'il y a d'autres moyens avec lesquels tu travailles ou formation en ligne? Non, tout est permis. Ok. Donc évidemment en bootcamp, j'en ai fait un aux États-Unis d'ailleurs pour la muscu. Les livres, bon bah ça va sans dire. Pour moi, Ça va sans dire, on a quand même grandi dans une culture de gens qui lisaient pas. Ah ouais 90, t'avais beaucoup de potes qui lisaient, toi? Non, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai appris à lire après le bac, quoi. Ah ouais Hors université, mes premiers bouquins de business, mes premiers bouquins de dev perso. Ouais. Mon premier bouquin, c'est Pouvoir illimité de Tony Robbins, quoi. Ah ouais Je suis un cliché. Moi, je suis encore plus un cliché. Mon premier bouquin, c'est Les 48 lois du pouvoir. Hein. Oh, c'est beau. Donc, et ça, c'était vieux. C'était. 48 lois du pouvoir, c'est Robert Greene. Yes. Hmm. C'était avant de passer mon bac. Ah oui, t'as commencé tôt. Ouais, mais j'ai commencé tôt. En plus, c'était en anglais. Coquin. Mon frère mon frère est arrivé avec les 48 lois du pouvoir en anglais. Ton frère, encore une fois, qui va jouer son rôle d'inspiration. Absolument. Lui, il avait lu le livre et il me l'a posé. Il m'a posé à côté le dictionnaire ARAPS français-anglais. Il m'a dit, tu te démerdes, lis ça. J'ai lu ça et en même temps, j'ai lu The Game. Je sais pas si tu connais. Bien sûr, c'était dans la séduction au début. Exactement. Chercher à draguer. Ouais, mais après, c'était la fin de l'adolescence, donc ça se vaut. Donc c'était ces 2 premiers livres qui étaient un peu de développement. Je vais mettre The Game dans le développement personnel. Bien aussi. sûr, 100%. Ouais, Donc c'était ça. Mais effectivement, non, moi la lecture assez tôt. assez tôt, ouais. C'est beau. Ouais. D'ailleurs, tu n'as pas du tout un profil de créatif ou d'artistique. Quand on regarde un peu plus ton travail en détail, quand on commence à te connaître, je pense que ça se voit. Mais sur le papier, tu as un putain d'analytique. Tu parais hyper rigide, discipliné as fuck, ce qui n'est pas vraiment le cas quand tu vas dans les écoles artistiques où tout le monde a les cheveux bleus et tu vois ce que je veux dire. Le cliché, hein. On est dans les clichés. Comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu as juste les 2 parts qui sont développées et à un moment donné, tu as décidé de développer l'artistique Les 2 parts ne sont pas opposées. Mhm. Et je peux te le dire en ayant fait une licence d'art plastique parce que j'ai retrouvé beaucoup de gens comme moi en licence d'art plastique. Intéressant. Je m'attendais aussi au cliché des cheveux bleus. Ouais, Ça n'a pas du tout été le cas. ok. De la même façon que le cliché du bodybuilder écervelé, je connais beaucoup de pratiquants de muscu qui sont des Ce sont des tronches. qui sont des tronches. Donc, j'étais même pas surpris d'être comme ça quand je suis arrivé en fac d'art plastique. Ok. Et j'ai développé les 2 en fait. Et moi, ça me va très bien d'être très analytique
mais en même temps d'avoir un peu ce côté improvisation et création artistique. Je pense que les deux ne sont pas opposés, et j'en suis la preuve, et que les deux, au contraire, peuvent être complètement complémentaires. Notamment pour le business, ouais. Absolument. Je pense qu'on en reparlera un petit Absolument. peu. Compétition bodybuilding, tu fais 10 compètes. Ouais. Europe, monde, Olympia amateur, championnat de France, championnat d'Europe. C'est assez fou quand même. Très rapidement, en 3 ans, en plus, tu fais tes 10 compètes, tu vas à fond, tu vas pas avec le dos de la cuillère. C'était ton rêve, tu l'as dit tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as appris à travers cette poursuite de ce rêve et qu'est-ce qui fait que tu arrêtes de courir après ce rêve? J'ai appris que le monde de la muscu, c'était bien de la merde. Le monde de la compète, c'était bien de la merde. Ouais. Moi, je suis arrivé là-bas en pensant que le meilleur allait gagner. En réalité, c'est pas le cas. Et je suis arrivé en pensant que dans certaines catégories, on pouvait faire les choses naturellement, ce qui n'est pas le cas. Tu savais que du coup, forcément, en tant que passionné qui traîne sur bodybuilding.com, qu'il y a une partie dopage, mais tu t'étais dit, ok, il y a certaines catés où les mecs sont clean. Absolument. C'est ce que je me disais. Et ça se disait? Ou c'était ton avis à toi uniquement? C'était mon avis à moi. Ouais. C'était mon avis à moi. J'étais très conscient, quand j'ai commencé les compètes, que les bodybuilders, Mister Olympia et tout, ok, stéroïdes à fond. Par contre, c'est quand je me suis mis à faire de la compète, c'est l'époque où la catégorie men's physique a été créée. Et je me suis dit, putain, mais les critères, ils correspondent à ce que je suis en fait. Un gars naturel qui veut atteindre son potentiel max sans prendre de stéroïdes. Pas rester naturel très longtemps cette catégorie. C'est vite parti en vrille, ouais. C'est vite parti en vrille. Et c'est là où j'ai déchanté. Je pensais que la catégorie allait rester ce qu'elle était, quand elle a été créée. Et si ça avait été le cas, j'aurais pu être très compétitif. Mais ça a vite changé. Et c'est quoi qui te dérange? C'est le pied d'égalité, c'est de ne pas pouvoir gagner, c'est le fait que ça ne soit pas fair, ça ne soit pas transparent? Bah, c'est pas faire. Moi, j'aurais préféré que tout le monde joue le jeu et essaye de devenir le meilleur naturellement. Bon, c'est peut-être de l'utopie, mais je voyais le délire comme ça, moi. Et les compètes nati, ça t'a pas appelé, ça t'a pas attiré, ça t'a pas excité? Aujourd'hui, il paraît qu'il y a quand même quelques fédés qui se tiennent, je sais pas quoi. Ouais, mais bon, c'est organisé un peu... Sans moyens? Sans moyens. Pour pas dire avec les pieds? C'est ça. Moi, je voulais l'IFBB. Je voulais la fédération d'Arnold Schwarzenegger. Ouais. Je voulais gagner l'Arnold Classic et serrer la main d'Arnold qui me remet ma coupe. Mais je voulais le faire naturellement. C'était ça la vision? C'était ça la vision. Et je pensais pouvoir faire une carrière là-dedans. Parce que vraiment, au début, j'étais bon, mais on n'était que des naturels. Mais ça n'a pas duré longtemps. Pourquoi passer le cap? C'est le prix à payer, je pense, pour tous les mecs qui veulent vraiment en faire leur vie. C'est aussi il y a un côté pratiquement super-héros. Ouais. De se développer physiquement, machin. J'imagine que ça doit être excitant, ou ça peut l'être. Je pense que beaucoup d'hommes ont rêvé un jour de se réveiller avec des muscles en plus. Est-ce que tu te poses la question? Pas du tout? Non, jamais. Et puis en plus, je pensais et je pense toujours que le physique de super-héros est atteignable naturellement. Okay. Et c'est pour ça que je me suis mis à essayer de développer mes connaissances en muscu au max. J'étais persuadé, et je le suis toujours, qu'on peut avoir un physique de fou, de Thor sans stéroïdes. Et mais Aquaman pas trop. Si. Aquaman aussi. Ah ouais, Aquaman. Tu parles de l'acteur? Ouais, totalement. Mais moi, ça a jamais été mon délire d'être Ronnie Coleman ou Jay Cutler, qui sont des Mister Olympia, qui font 130 kilos secs. De fou, mais quand tu vois Ronnie Coleman aujourd'hui, c'est triste quand même. Ouais. Mais moi, ça a jamais été mon délire. Ça a jamais été mon délire. Même Arnold Schwarzenegger en mode Mister Olympia, je le trouvais déjà énorme. Quand même assez énorme. C'était énorme. Moi, j'avais plutôt la vision d'Arnold Schwarzenegger dans Terminator ou Predator, où il était quand même bien balèze, mais c'était pas Mister Olympia. Ça fait quoi? Et je pense que c'est une question que j'ai déjà mis après, mais c'est pas grave, on va en parler tout de suite. Quand justement, tu te fais insulter de dopé, qu'il y a des gens qui font des analyses de 45 minutes sur toi pour expliquer... je crois que dans une vidéo, on t'a appelé Dracofeu, non? C'est pas ça, un truc comme ça. Ouais, un nom de Pokémon, un truc comme ça. Bref. Ça fait quoi, du coup, de se faire dénigrer sur sa passion, sur son truc, remettre en question des choix en plus que toi t'as pris potentiellement pour lequel tu te bats, une vision dans laquelle tu te bats, et de façon plus globale après, ça fait quoi de se faire tailler, peu importe ce qu'on fait quand on est visible, quoi? Au début, c'était assez compliqué. Il y avait encore, j'en parlais avec mon frère d'ailleurs, à cette époque-là, j'étais partagé entre la fierté de me faire traiter de dopé alors que je suis naturel, et la frustration d'avoir des gens à distance qui me le disent même pas face à moi,
face à face. Oui. Des gens à distance qui disent ça et qui dénigrent mon savoir. Ouais. En fait, je me disais, putain, mais ils pensent que je suis trop bête pour avoir les connaissances nécessaires pour développer mon physique. Ok. Et ça me faisait chier parce que j'ai quand même confiance en moi. Ouais. Je me trouve intelligent. Et ça me faisait chier que certaines personnes étaient persuadées de détenir la vérité avec ce genre d'accusation. Ok. Donc, partager un petit peu entre les deux. À l'époque, hein, quand c'est arrivé, quand c'était vraiment hardcore, c'est-à-dire entre 2013 et 2015. Comment on fait pour passer au-dessus de ça? Et ça marche aussi pour tous les jeunes ou moins jeunes qui commencent à avoir une visibilité sur les réseaux, ce qui est de plus en plus, qui se laissent emporter par cette vague de pseudo-notoriété ou par cette vague de commentaires, par cette vague de visibilité. Comment tu gères toi ça? En fait, tout s'oublie. Ouais. Et tout s'oublie assez rapidement. Everything shall pass. Et ouais. Et en fait, parfois, même très très rapidement. Ouais. Donc tout s'oublie. Moi, les gens qui faisaient ces vidéos-là en 2013, 2015, ils font plus de vidéos. Personne s'en rappelle. Alors des fois, Sauf moi. Ouais, Sauf moi. ceux qui suivent vraiment. Ouais, Mais ouais. je veux dire, le commun des mortels, Non. ils savent pas. Ils savent pas. Et même si je me prends encore une ou deux critiques par-ci par-là, tout s'oublie. Les commentaires s'oublient. Moi-même, je l'oublie. Tout s'oublie en fait. Faut relativiser. Je sais que c'est difficile à dire quand on est confronté à ça, mais tout s'oublie. Parfois en quelques minutes. En quelques minutes. Donc c'est juste un truc à passer. Il y a eu des dramas compliqués. Non. T'as jamais été trop dans les dramas? Les body time, ils s'étaient embrouillés avec Jean Ronche, machin et tout ça. Il y avait eu quelques dramas de leur côté. Toi, ça a été plutôt assez lisse finalement. Le seul drama que j'ai eu qui était assez rapide, c'était avec Rudy Koya, Ah, pourquoi? où j'ai fait une vidéo YouTube pour répondre à ses critiques, ce que j'aurais pas dû faire, mais c'était les débuts sur YouTube. Ça fait des vues. Ouais, ça fait des vues. Maintenant, si jamais je me fais tailler, jamais j'y consacrerai une vidéo ou quoi que ce soit. D'ailleurs, j'y réponds pas. Il y a un J'ignore. truc qui dit que quand t'es challenger que tu dois tacler le top market et le top market ne se retourne pas pour regarder les challengers. Exactement, là je Mm. me retourne pas. Putain, vous pouvez dire ce que vous voulez sur moi, faire des vidéos, des podcasts, ce que vous voulez, je m'en fous. Allez-y. Il n'y a pas de mauvaise publicité, donc parlez de moi, pas de problème. Ouais. Mais le seul drama qu'il y a eu, c'était Rudy Koya, et je pense que c'était avant de me connaître d'ailleurs. Il avait dit que j'avais eu mon diplôme dans une pochette surprise et que j'étais un coach sans cerveau qui savait juste aligner quelques mots et, pour convaincre son audience. Pourtant, j'ai l'impression en plus que vous avez une approche assez similaire Bah ouais, un peu de la surtout qu'on s'est musculation. rencontrés juste après. En fin de compte, en vrai, il est plutôt sympa, non tu vois. Bah, grosso modo, de toute façon, il y en a qui sont pas sympas. Non, ils sont tous Quand sympas. tu fais 1m90 et 90 kilos, ça aide aussi, je crois. Mais même à part ça, même Jean Honche, il m'a critiqué dans certaines de ses vidéos, mais il est adorable en vrai, on s'entend super bien. Ils sont tous sympas. Ouais. Je suis jamais tombé sur un YouTuber où je me suis dit putain, c'est un vrai connard lui quand même. T'as pas eu de, il y a pas eu de Marvel Fitness autour de Nassim Saïli. Si, Il y a mais eu, même un Marvel peu de drama. Ouais, mais même Marvel Fitness, je l'ai rencontré en vrai, super sympa aussi, Super cool. Bah, oui. super cool. Je veux dire, il y a pas d'animosité. Qu'est-ce que tu en as pensé d'ailleurs, tiens, de ces dramas-là qui ont un peu débordé, qui ont fini au tribunal, Enco, machin. Chacun vit sa vie comme il veut. Ouais. Moi, c'est pas mon délire. Je préfère ne pas faire ce genre de choses. Ouais. Et j'ai toujours voulu qu'on me remarque pour mes connaissances Ouais. plutôt que ce que je vais pouvoir dire sur telle ou telle personne. Tu voulais pas être célèbre. Non, je veux pas être célèbre. Et je veux pas parler de Pierre, Paul ou Jacques. Je veux partager ma passion. Si jamais les gens, si jamais ça résonne chez les gens, bah très bien. Mais je vais pas être celui qui va faire ah bah lui est dopé, j'en fais une vidéo YouTube. J'en ai rien à foutre. À quel point, à un moment donné, on fait du Thibaut InShape et on dérive dans le mainstream pour atteindre un autre public, devenir encore plus gros? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as pensé? Oui, et c'est quelque chose que je pense je ferais. Pas du Thibaut InShape. Bah, 800 000, tu commences un peu à T'es avoir obligé. raclé les bords. Ouais. T'es obligé, et encore plein de choses à dire sur la musculation. Malheureusement, peut-être que je vais me faire insulter en disant ça, mais la plupart n'ont pas le niveau pour écouter ce que j'ai à dire de supplémentaire sur la muscu. C'est pour ça que j'ai lancé une formation pour coach. C'est que les notions qui seraient nécessaires pour faire progresser les pratiquants, elles sont trop avancées. Et les vidéos YouTube seraient Ça fera un peu pas de vue. chiantes. Ouais, ça fera pas de pas vue. de vue, c'est pas intéressant. Exactement. Donc, je trouve des solutions pour essayer de me diversifier un petit peu tout en restant dans le sport. Et c'est ce que je fais depuis ces 6 derniers mois sur YouTube. Donc ça fonctionne bien. Moi, ça me plaît de ouf. Je continue à faire du contenu pur muscu parce que je sais que l'audience se renouvelle et qu'il y a des gens qui commencent la muscu aujourd'hui. Ouais. Je m'amuse bien sur ça. Ironman is coming. Alors oui, deuxième marathon pour l'instant. Ouais. Après le deuxième marathon, on verra pour l'Ironman.
Mais c'est un goal. Carrément. Carrément. J'ai peur. C'est un des, c'est un C'est un des goal trucs. toi aussi? Bah ouais, pour l'instant, je m'y prépare pas du tout. Faut que je prépare le premier marathon là. Non, mais Un jour. dire que t'as fait un Ironman dans ta vie, c'est putain de stylé. Bah, c'est pas mal quoi. C'est pas mal. Puis Et t'es allé au bout de mentalement, je pense, c'est ce et que j'allais dire. physiquement ce que ton corps peut amener, tu C'est vois. ce que j'allais dire. Ouais. Le premier marathon, j'ai kiffé. Le deuxième, j'espère que je kifferai encore plus avec une bonne prépa. Ironman, c'est un vrai goal. Mont Blanc, Everest. Putain, alors tu sais quoi, l'Everest, je regardais un reportage dessus. C'est tellement dangereux que j'irai pas jusque-là, je pense. Une grosse équipe, une Ouais, équipe de mais bon. chacun, machin, non? Ouais, même pas. Je trouve Même que pas. ça perd un peu de charme. Et j'ai pas envie de me retrouver en haut de La mort vaut l'Everest. pas le prix, quoi. En fait, j'ai pas envie de me retrouver au sommet de l'Everest avec une centaine de personnes qui font la queue. Pour faire Parce une photo, pour faire un selfie. Non, parce que c'est l'autoroute au sommet de l'Everest. Hmm, Tout le monde fait la queue pour pouvoir dire j'ai monté ce sommet-là. hmm. Donc c'est cool, mais non, pour l'instant, c'est En pas tout un cas, truc, dépassement de soi, Ouais, et tu vas en cocher pas mal, quoi. Il y a des Carrément. trucs carrément. Aller dans l'espace. Ah ouais, sacré délire ça. Hmm. Sacré délire. Je sais pas si ça sera possible dans. Je pense que ce sera possible dans quelques années de faire des vols commerciaux un peu Hmm. pour aller dans l'espace. Putain, carrément. Virgin et tout, Ah t'as vu, ouais. ils ont tous fait des plans de développement là-dessus, où tu peux mettre un gros billet, et le billet devrait baisser progressivement, quoi. Enfin, Ouais. j'espère, tu vois. Ce genre de truc explorer, que ce soit les fonds marins ou l'espace, mais ça serait tellement un kiff. Donc ouais. J'avais un petit pic en parlant justement tabou argent, réussite et du coup Rolex et bling bling. À quel point tu es dans le contrôle de ton image, euh, à rester proche des gens et en même temps à kiffer ton succès, qu'il soit financier ou peu importe. Est-ce que tu le réfléchis? Est-ce que tu te brides? Est-ce que tu le kiffes? Comment tu vis ça? Non, pour moi, c'est pas incompatible d'être proche des gens, entre guillemets, et de kiffer sa réussite. Donc, même si je l'affiche pas sur ma chaîne YouTube, parce que c'est une chaîne de muscu, bah non, quand je sors au resto, je me fais plaisir. Quand je vais en vacances, je vais dans des beaux hôtels, j'ai ma Rolex au poignet. Non, non, je me retiens pas. Tu kiffes? Je kiffe. Et j'ai aucune culpabilité à le faire. Au contraire, putain, je suis bien content de pouvoir me payer cet hôtel 5 étoiles dans des destinations qui sont bien cool. Parce que je suis parti en vacances 4 fois en 15 ans quand j'étais petit. Non, 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 je ne vais pas m'empêcher ça. Et si je peux m'acheter d'autres montres, je les achèterai. Le tabou, à quel point tu penses qu'il faut le casser et que ça peut être positif, ou à l'inverse, à quel point ça peut être négatif? De casser le tabou? Tabou lié à l'argent, tabou lié au succès, au fait de faire des choses. Je sais pas. Au succès, Genre, non. à quel point, tu vois, c'est important bah, justement de parler d'argent ouvertement, à quel point ça peut peut-être faire évoluer certaines mentalités ou pas d'ailleurs. Je sais pas. Je sais pas. C'est assez difficile de répondre à la question. Personnellement, je préfère plutôt de parler de passion, de succès, etc., plutôt que d'argent. Ouais, Parce que pour moi, c'est pas une fin en soi. ouais. Je sais que beaucoup seront pas d'accord avec moi et peut-être que même le métier d'entrepreneur, c'est parler d'argent. Mhm. Mais j'aime quand même beaucoup parler de passion et de succès. Ouais. Après, je suis pas du tout en mode il faut cacher des choses et c'est quelque chose dont il faut jamais parler. Ouais. L'argent, c'est bien, mais tranquille. Bah, je sais que ça peut monter à la tête. Ouais. Et moi, je veux pas avoir comme goal unique d'être riche. Je veux comme goal unique de kiffer ma vie. Comment est-ce qu'on fait pour pas tomber dans le toujours plus? Est-ce que tu arrives à pas tomber là-dedans? Non, non, moi j'en suis la première victime, hein. Mhm. Donc c'est hyper dur et ça demande, je pense, de la maturité, de l'expérience, de la pratique. Donc c'est hyper difficile. Et c'est ok d'être dans le toujours plus? Je pense que c'est quand même un peu, j'allais dire pervers. Mhm. Je pense que c'est pas comme ça qu'on arrive à être épanoui. Ouais. Parce qu'on n'est jamais satisfait, clairement. Donc, en tout cas, personnellement, comme je le vois, j'aimerais bien que mon existence, elle tourne pas autour du toujours plus. Ouais. J'aimerais bien qu'elle tourne autour de valeurs qui sont plus profondes et qui, pour moi, seront plus épanouissantes. Par exemple, avoir une famille qui fonctionne bien, Mhm. une relation ou un mariage qui fonctionne bien, Grave. des enfants avec qui m'aiment, avec qui je m'entends bien, tu vois, ce genre de choses. Je suis plus sensible à ça. Bientôt? Inch'Allah. Hein. Voilà. Arrogance, ego versus self-awareness. Comment on fait la différence? Comment Fort. la construire? Quelle question. Quelle question.
D'ailleurs, pour tous ceux qui nous regardent, qui ne seraient pas forcément OK avec ce truc, donc il y a le côté, tu as ton ego, d'accord, donc ça, je pense que jusque-là, tout le monde nous suit. Le côté un peu être arrogant, c'est-à-dire que c'est basé sur rien, quoi. Fondamentalement, tu es juste un petit con ou tu as été un petit con, etc. Et il y a ce truc de self-awareness, je l'ai en anglais, je ne l'ai pas en français parce que je suis un enfant de Gary Vee. Ce truc de tu sais ce que tu vaux, tu connais tes compétences, tu sais ce que tu sais faire et du coup, tu racontes pas du bullshit, tu dis juste bah ok non je sais faire un business qui fait des millions par exemple. Ouais, Est-ce que c'est de la raconter, est-ce que c'est une réalité? Bon après je pense aussi ça dépend non pas uniquement de ce que tu dis mais aussi de quelle énergie tu le fais, tu vois. bien sûr. Mais grosso modo comment on fait la différence entre ça, même quand on le pense, très tôt tu disais ah ben non je vais savoir faire ça, j'ai les capacités de faire ça. Est-ce que c'est ego, arrogance de la jeunesse? Est-ce que c'est du self-awareness et comment tu construis? Self-awareness 100%. Pour Ok. moi, je définirais l'arrogance et la prétention comme le désir de vouloir être meilleur que les autres. Ok. Je veux pas être meilleur que les autres, je veux juste me développer moi-même et j'ai conscience d'avoir les capacités. Si ça c'est de la prétention, appelez ça comme vous voulez, mais non, je suis conscient que je peux être très très bon en musculation, très très bon en business. Qu'est-ce qui te fait croire ça? C'est Les années 90, merci Schwarzy. Mais probablement, hein, c'est vraiment quelque chose d'intrinsèque, j'en ai aucun doute. Et je pense pas que ce soit de la prétention. Alors forcément, des fois, il y a des remises en question, mais il n'y a jamais des remises en question profondes dans le sens où je me dis, putain, mais non, je pourrais jamais faire ça. Mais à quel moment je pourrais jamais faire ça? Ça t'arrive pas, ça vient m'arrive- pas. ça Ça monte pas au cerveau. ça monte pas au cerveau. Les seuls moments où j'ai ce genre de réflexion, je me dis, comment je vais pouvoir faire ça? C'est pas je Mhm. peux pas faire ça, c'est quelle solution je vais pouvoir trouver Merde, là c'est chaud, comment je vais faire? voilà, pour accomplir ça. Mais je sais qu'il y a une solution. Donc non, j'ai jamais été du genre à ne pas me fixer des objectifs ambitieux, au contraire. Et pour moi, je définis ça comme de la self-awareness et pas de l'arrogance ou de la prétention. Je suis persuadé que c'est une clé du succès. Même des gens nuls à chier, Mm. mais qui croient, ils font des trucs de ouf parce Mais qu'ils grave. arrivent à faire croire à d'autres gens la même chose. Comment on construit ça si on n'a pas ça de base, si on n'a pas regardé Schwarzy sur TF1 le dimanche soir quand on était jeune? Je sais plus, j'ai vu un podcast ou une interview de quelqu'un qui disait que la clé pour la confiance en soi, c'était de développer des aptitudes dans n'importe quoi, ce qui nous plaît, de devenir meilleur dans quelque chose. Ça peut être apprendre à cuisiner, ça peut être faire de la muscu régulièrement, ça peut être lire des bouquins de business ou de développement personnel. Je pense que la première étape, c'est de trouver quelque chose qui nous stimule, ne serait-ce qu'un tout petit peu, et de développer un maximum de capacité là-dedans. Gagner des victoires, quoi. Gagner des victoires. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a, c'est ce qui m'épanouit en fin de compte. C'est que j'étais pas forcément bon en muscu. J'ai pratiqué, appris, et ça m'a développé ma confiance non seulement en muscu, mais dans tout le reste. Donc, je pense que c'est ça. Si jamais vous n'avez pas cette self-awareness, si vous pensez ne pas être assez bien, trouvez quelque chose qui vous stimule, ne serait-ce qu'un tout petit peu, et charbonnez dedans. Make sense. Ouais. Nas Gym, est-ce que tu as encore envie de faire une chaîne avec des centaines de salles? Un peu moins maintenant. Un peu moins maintenant parce que clairement, à comparer du business en ligne, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Après, cette salle-là, elle a un concept un peu particulier parce que c'est du coaching un peu haut de gamme, on va dire. Mhm. C'est une salle qui n'est pas ouverte Au public. au public, hein. Mhm. Donc, c'est un concept qui existe, mais pas tant que ça en France. Il y a peut-être quelque chose à faire sur Sur genre ce de truc. créneau-là, S'il y a quelque chose que je développe, c'est ce genre de concept. l'autre gym plus classique, plus grand public. C'est difficile parce que je suis en concurrence avec Basic Fit et Fitness Park. Basic Fit et Fitness Park, c'est pas les mêmes moyens. Ouais. Donc rien n'est impossible, mais je me vois mal mettre toute mon énergie dans le développement de ça, alors que bon, on sait que, comme on l'a dit tout à l'heure, la rentabilité des fois c'est merguez. Ça t'excite pas plus que ça? Ça m'excite pas plus que ça. Donc à voir. Après, dans le meilleur des mondes, j'en ai déjà parlé, ça je crois, ce serait d'avoir effectivement plusieurs salles comme ça, de former mes propres coachs forcément, et que ces coachs travaillent dans ces salles-là. Franchise? Pourquoi pas? Ouais. Donc vraiment là, pour le coup, d'inonder un peu le marché du fitness. Mais sur ce créneau Mais sur ce hyper haut de créneau. gamme avec tes coachs, à la méthode, Tout à fait. à la méthode NAS, quoi. Tout Ok. à fait. Ce qui est effectivement un peu différent finalement peut-être que ton rêve initial, quoi. Ouais, ouais. Hmm. Mais on sait que les plans changent tout le temps, hein, donc Et c'est ça qui rend cool. c'est ça Hein. qui est stimulant, hein. Raconte-nous, c'est quoi les routines, les habitudes de Super NAS? Qu'est-ce que tu suis, qu'est-ce que tu testes en ce moment?
Qu'est-ce que je teste en ce moment? Pour l'instant, rien de particulier. J'ai ma petite routine tranquille, même si... Qui commence à 3h30 du matin. Non, plus maintenant. Plus maintenant. Ça, c'était cool. Mais entre nous, lorsque je l'ai fait, j'étais en couple. Ok. Et c'était peut-être pas une bonne idée. Parce que ça te ruine une vie de couple, ça. Ah bah. Quand tu te lèves à 5h du matin pour te jeter dans un bateau glacé. 4h30 du matin, je me suis Tu faisais réveillé. 4h30. 4h30, 7 jours sur 7. Pendant 60 jours, je crois. Ça te bousille une vie de couple. Donc c'est chaud. Ça, je le fais plus. Je Bah, sais l'autre pas si étape, je c'est le de te referai un marier. Elle a plus le choix. jour. Ouais, mais quand même. Elle suit tes délires. Quand même. Donc non, pour l'instant, ça, je le fais pas. Après, la douche froide, je le fais tous les jours, évidemment. Ouais. Un peu de méditation. Ouais. Et après, en fait, Un peu de gym. bah oui, Un petit complètement. peu. Hein. 5 Mais- sur 7. 7 sur 7. 7 sur 7, toi. 7 sur 7 en général. Là, aujourd'hui, je vais pas m'entraîner parce que voilà, j'ai encore un peu de boulot à terminer. Mhm. Mais disons que la muscu, déjà, ça fait partie d'une routine qui est tellement importante pour moi, Qui est solide. qui est solide. Donc déjà, ça fait partie des trucs que je considère comme étant du développement personnel, Ouais. carrément. Rien d'autre en ce moment au niveau du sommeil? Non, pour l'instant, rien d'autre. Peut-être que je testerai d'autres choses dans les semaines qui viennent, mais pour l'instant, rien d'autre. Ok. Tu as testé des routines justement de sommeil. Alors, tu as le Oura. Ouais, la Oura Ring, ouais. T'en parles depuis un moment. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a, sur quoi ça a fait travailler, surtout quoi ça t'a alerté? Et du coup, est-ce que tu as testé justement des sleeping habits ou je ne sais quoi? Bah, disons que les habitudes de sommeil, elles allaient de pair depuis longtemps pour moi avec la progression en muscu. Ok. Donc je m'y suis intéressé assez tôt. Ouais. Mais effectivement, avoir la bague Oura et d'avoir un chiffre, et pour quelqu'un comme moi de très analytique, Grave. avoir une note pour un sommeil, c'est quelque chose d'inestimable pour moi. Ouais. Donc effectivement, ça m'a fait prendre conscience de certaines habitudes particulières, en l'occurrence ne pas manger trop tard. Mhm. Donc j'essaye de terminer mon repas au moins 2 heures, voire 3 heures avant de me coucher. Ok. Ne pas manger trop gras le soir non plus, Ok. parce que ça ralentit le... Pas trop gras, mais plutôt genre des carbs, c'est ça? Exactement. Mhm. Donc le plus gros de mes glucides, je le mets le soir. Ça permet à mon rythme cardiaque de descendre assez bas avant de me coucher. Et un rythme cardiaque bas, ça favorise l'endormissement, la rapidité d'endormissement. Donc ce serait plutôt ça le genre d'habitude. Ok. Je garde encore de temps en temps mon téléphone avec moi. Ok. Tu Sinon, vois. tu laisses dans d'autres pièces. Sinon, je laisse dans d'autres pièces parce que je me réveille sans réveil. Ok. Ça fait plusieurs années maintenant que je ne veux plus avoir un réveil pour me réveiller parce que pour moi, ça ruine les cycles de Tu sommeil. démarres tôt ou tu démarres normal? Bah, ça dépend des périodes, mais en général, je me réveille automatiquement entre 7h, le plus tard 8h30. Ok. Mais en général, quand je suis bien réglé et que je mange bien la veille, à 7h, je suis levé, sans réveil. Ok. Donc ça, c'est cool. Après, des fois, je garde mon téléphone avec moi le soir pour zoner un petit peu. Je sais pas si c'est une mauvaise... Je pense que c'est une mauvaise habitude, mais bon, voilà, j'arrive à m'endormir assez rapidement. Donc Est-ce pour qu'il faut l'instant, tout ça va. optimiser? Là est la question. Avant, je pensais que oui. Du coup, maintenant, un peu moins. Un peu moins. Je pense vraiment qu'il y a un équilibre à avoir et que tout optimiser, en fait, c'est un type de névrose et tu vois, ça peut te faire plus de mal que de bien. Par contre, l'expérimenter, je pense que c'est bien Ah ouais, aussi. Hein. l'expérimenter. Je recommande à tout le monde de l'expérimenter. De toute façon, si on l'expérimente pas, on peut pas savoir Grave. si c'est bien ou pas. Donc expérimenter ces habitudes-là, expérimenter la prise de muscle, la perte de gras, les marathons, expérimenter en fait. Mhm. Et c'est la seule façon de savoir si ça vous plaira. Au niveau justement biohacking, évolution et tout, je sais pas Oh, si tu yes. suis trop. J'ai regardé une interview de Tony Robbins, il a sorti un dernier bouquin sur Life Force. Et il parle de se faire greffer des cellules souches, il se parle de trucs de fou. Man. Ouais. Autant par exemple au niveau de la récupération quand tu es sportif, autant de changer ton sang, nettoyer ton sang, purifier ton sang, voire même te faire injecter du sang plus jeune. C'est un truc de fou. C'est des trucs de fou. Je prendrai un peu de recul sur ce que dit Tony Robbins parce qu'il est actionnaire dans cette entreprise-là, Bien sûr. des cellules souches. Mhm. Donc, à voir. Peut-être que c'est prometteur. À voir. Je ne sais pas si c'est le genre de choses que je ferais. En France, c'est illégal de toute façon de changer son sang, tu vois, ou même de se faire injecter des vitamines en intraveineuse, ce qui est légal aux États-Unis. Ce qui est légal partout d'ailleurs, parce qu'en Pologne, j'ai un pote qui a fait ça il y a 2 jours. J'ai dit, Ah mais ouais c'est quoi ça? Hangover. Mais je trouve que ça, pour le coup, c'est plutôt bien. De se faire injecter des vitamines. Mhm. Ça pourrait être cool. Et c'est le truc que je pourrais faire si jamais c'était possible en France. Ok.
Les cellules souches, j'y connais pas assez. Je m'y connais pas assez pour savoir si ça pourrait être. Ça paraît un peu fou quand même. Hein. Ça paraît un peu fou, mais why not? Il y a des trucs, il y a 40 ans, ils paraissaient complètement délirants. Aujourd'hui, c'est rentré un peu dans les mœurs. Je vois pas pourquoi, dans quelques années, on pourrait pas se faire ce genre de choses. À quel point ça serait peut-être du dopage aussi. Oui, s'il n'y a pas de compète, tu vois, moi, ça me dérangerait pas. Si c'est juste pour améliorer sa qualité de vie, pour améliorer son espérance de vie, que... Ouais, ça n'a rien à voir avec l'esthétique de vouloir être... Ouais, voilà. Pour moi, c'est vraiment deux choses complètement différentes. C'est pour son bien-être. Autant optimiser les choses. Il y a des trucs que je trouve assez fous et je sais pas si je passerai le cap, mais en tout cas... Du genre. Par exemple, tu vois, j'en parlais avec quelqu'un d'autre. Si on me proposait de prendre des stéroïdes à 50 ans, de la testostérone pour compenser la baisse physiologique que tu as avec l'âge. Oui, le classique TRT, quoi. Exactement. Est-ce que tu en prendrais? Parce que ça, c'est une vraie question. Hein. Ça va dépendre de plusieurs critères et notamment de est-ce qu'à 50 ans, j'aurai encore la niaque? Est-ce qu'à 50 ans, j'aurai encore de la passion avec ma femme? Et justement, tu sais que si tu n'as plus cette niaque et cette passion, c'est peut-être dû à une baisse du taux de testostérone. Ben justement. Et donc du coup, si je l'ai plus, tu compenseras un petit TRT. peu. Yes. Par contre, si je me sens genre bien dans mes pompes et que je suis à l'équilibre et que tout va bien, ça passe. Ça passe. Par contre, moi, je me refuse rien du tout. Hein, avec grand plaisir. Quoi. Ouais. Donnez-moi un bol. Donnez-moi un bol. Après, faut que ça soit clean, quoi, tu vois. Mais bon, les mecs aux States, ils tournent là-dessus depuis des années. T'as pas. Non, mais surtout que médicalement, aux States, tu peux aller voir ton médecin généraliste Bien sûr. et lui dire je me sens un peu déprimé, j'ai mal un peu partout. Je peux faire une prise de sang pour ma testo et si jamais je suis pas dans les normes, peut-être qu'on peut compenser un peu ça. Booste-moi un peu, quoi. Voilà, il te donne quelque chose de pharmaceutique, dont la qualité est même pas approuvée. Bien sûr. Si ça arrive en France quand j'ai 60 ans, tu vois 100%. Moi, je pense que j'y vais. Et même, tu vois, sur des trucs genre... Bon, après, j'ai fait d'autres expériences, on en parlera peut-être un peu en off, mais tu vois, je suis allé expérimenter tout ce qui est médecine traditionnelle, d'Amazonie, etc. Machin, tu vois. Trop bien. Je pense qu'au niveau de la psyché, au niveau de la spiritualité, il y a plein de trucs tu vois, même j'ai pas grandi là-dedans du tout. Ouais. Et donc, il y a plein de choses à découvrir, à comprendre, à voir. Et donc, ouais, moi, allons-y, découvrons. Mais grave, découvrons. C'est comme ce que je disais avec expérimenter un max de choses. Alors, j'expérimenterai pas tout, évidemment, mais je reste carrément ouvert d'esprit sur ce genre de choses. Il y a des trucs de fou à faire ou à voir. Ouais, je pense aussi, ouais. Allez, clôturons un peu sur cette partie business pour... ça fait un petit moment déjà là. Ça fait un petit moment que vous êtes encore là. Si vous êtes encore là, mettez Nas, nous aimons tes gros bras en commentaire. Les gros pecs. Les gros pecs. Nas, nous aimons tes gros pecs. Mettez ça en commentaire. Et mettez également, bien évidemment, comme d'habitude, la quote, la citation qui vous a le plus marqué de cette interview. Quel est ton rapport au développement personnel? À quel point c'est important dans ta vie, même si ça je pense qu'on le sait déjà, plutôt comment ça se matérialise dans ta vie? Comment est-ce que tu en es sorti d'une vidéo YouTube potentiellement un peu trop bullshit fait par un motivational speaker qui t'a crié dans les oreilles à ça se matérialise dans ta vie et tu arrives à le concrétiser? Comment dire? Pour moi, réellement, c'est un mode de vie, tu vois. C'est pas une mode, c'est un mode de vie. Okay. Et du coup, ça s'imbrique dans toutes mes habitudes au quotidien. La muscu, c'est du développement personnel. Ouais. La lecture, c'est du développement personnel. Il n'y a pas de trucs farfelus ou des techniques un petit peu bizarres que j'intégrerai à mon quotidien en disant que c'est du développement personnel. Donc, j'ai un rapport très naturel avec ça. Et pour moi, c'est... Alors, ça pourra porter à débat, mais pour moi, c'est la nature de l'être humain de se développer. D'évoluer. Bah ouais, si tu te développes pas, tu fais quoi? Tu te reproduis. Ok, génial. Et après Et après, pour moi, c'est le développement, en apprendre plus sur sa personne, être plus à l'aise dans son corps, dans son esprit et vivre une vie épanouie. C'est ça le développement personnel. Ça se matérialise comment du coup? Des audios, de la lecture? Ça se matérialise par des audios, de la lecture, des discussions aussi. Peut-être qu'on sous-estime les rapports sociaux qu'on peut avoir. Ah oui. Mais trop souvent, je pense. Mais discuter, rencontrer des gens, voyager aussi, être confronté à d'autres cultures, ça fait partie du développement personnel. Le développement personnel, le truc bizarre, c'est que ça commence à nous renfermer sur nous-mêmes. Alors que la logique du truc, c'est au contraire de nous ouvrir au monde. Complètement. Et ça, c'est un peu problématique. Grave. Et je suis en train de critiquer ça, mais moi, c'est la posture que j'avais il y a quelques années.
c'est de me dire le développement personnel, les autres sont pas assez bien pour moi, je vais me renfermer, me développer moi. Mais quelle bêtise! Quelle bêtise! Le développement personnel, au contraire, c'est de faire des rencontres, discuter des expériences, de ses propres expériences avec d'autres personnes, écouter les expériences des autres personnes, en tirer éventuellement des enseignements, tout ce genre de trucs. Ouais, tu vois, tout à l'heure, tu disais la formation en ligne, c'était ton moteur, ton moyen d'évoluer. Chacun prêche pour sa paroisse, mais moi, du coup, c'est l'autre, quoi. J'apprends beaucoup par mimétisme, j'apprends beaucoup en coaching, en mastermind, en groupe. Trop bien, ouais. Et du coup, c'est vraiment ma façon. Je pense que en écoutant des gens, en essayant de reproduire ce qu'ils font, ce qu'ils font, tu vois, j'étais, je sais pas, dans un bureau avec un commercial plus senior, et qu'est-ce qu'il dit au téléphone, comment est-ce qu'il gère ses objections, comment il se tient, comment il se sape. Et j'arrivais une semaine après, les mêmes sapes, le même truc, la même Balle. moustache, Ouais, et la balle. on y allait, tu vois. Mais du coup, Et ça, c'est comme ça que j'ai grandi, je pense. on est d'accord que ça, c'est du développement personnel. Complètement. Donc, Ouais. ouais, pour moi, ça serait cette définition-là. Développement d'entreprise. Quand il a fallu grandir, est-ce que ça a été assez naturel pour toi, faire tes premiers recrutements, embaucher tes premiers CDI, tes premiers freelance, payer les gens, créer des processus, les équipes, le management? Comment c'est arrivé dans ton business? Comment ça s'est passé? Tes galères? C'était plutôt naturel. C'était plutôt naturel parce que je m'attendais à cet aspect-là de l'entrepreneuriat. Ok. Je n'étais pas surpris du fait que je vais aller avoir plus de responsabilités, j'allais devoir être confronté à des choses dont je ne suis pas habitué, comme le recrutement par exemple, hein. Mhm. Donc c'est des choses auxquelles je m'attendais et en plus j'étais quand même bien entouré avant de commencer ma vie d'entrepreneur. Donc j'ai déjà eu ces discussions avec des personnes qui avaient plus d'expérience que moi. Ok. Donc ça c'était un gros plus de me dire je sais un petit peu où je mets les pieds. Ces gars-là ont fait ces erreurs et m'ont prévenu aussi, bah, peut-être que je vais essayer de ne pas les reproduire. Donc ça a été encore une fois assez graduel, assez naturel. Je dis pas que je prenais mon pied à faire ça, mais ça faisait partie du job, donc c'était cool. Les bons conseils de recrutement de Nassim Saïli, c'est quoi? Pouah, je sais pas si j'ai encore assez d'expérience là-dedans pour pouvoir donner des conseils de recrutement. Moi, je suis très attaché au feeling, mine de rien. Mhm. Je suis très attaché aux valeurs. Est-ce qu'il sait faire des tractions? C'est important. Tu sais qu'à un moment, je me suis dit peut-être que Petite épreuve sportive? à l'entretien d'embauche, si tu fais pas un squat à 100 kilos, tu dégages, quoi. Mais non, il y a des choses qui sont plus importantes que la muscu, mine de rien. Mhm. Je suis très attaché aux valeurs. Très attaché aux valeurs. Et j'aime bien pouvoir embaucher des personnes ou travailler avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi. Des valeurs sur la loyauté déjà. Et puis des valeurs sur la façon dont on mène notre vie. Mhm. Quelque chose qui est basé sur la passion et sur l'épanouissement. Ok. Pas des gens qui se lèvent à midi et qui... Non, ce serait quand même un petit peu plus compliqué. Ouais. Même si, bon, je me refuse rien, hein, mais j'apprécie pouvoir partager des choses avec mes employés. Et donc, qu'on partage les mêmes valeurs, c'est quand même assez important. Les premières galères, ça a été quoi quand tu as développé ton équipe? C'est que justement, de m'apercevoir qu'en fait, les valeurs étaient totalement en décalage après plusieurs mois de travail ensemble. Mhm. Et ça, c'est compliqué. Tu dis, putain, ok, là, je suis dans le monde du travail. Là, je suis dans le monde du travail, c'est pas tout beau, tout rose. Je travaille pas avec mes potes. Et je peux être surpris dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Ça a été chaud parce que j'ai grandi dans un monde où tout mon entourage était loyal, Cool. Mhm. était cool, avait les mêmes valeurs que moi. Et quand j'ai été confronté à ça, je me suis dit, ah ouais, putain, ça c'est chiant. Ça c'est chiant et il va falloir que je me protège un petit peu pour ne pas retomber dans ce genre de truc. Et ça, Ouais. c'était des erreurs qui étaient, T'as je su pense, prendre les décisions? inévitables. Ouais, T'as coupé? ouais, j'ai coupé. Ah ouais, T'as eu du mal? non, non, non. Une fois que t'as pris conscience, Ouais, action. c'est terminé. Plus vite la décision sera prise, mieux ce sera. Donc, Pansement, tac, faut le tirer le voilà, plus fort donc possible, c'est plus me, vite. c'est me séparer de ces personnes-là en l'occurrence. Mhm. Et puis voilà, on essaye de faire mieux sur le reste. Justement, je pense que tu vas aller dans ce sens-là aussi. Il y a deux écoles, tu sais, des gens qui disent quitte ton environnement et va rencontrer de nouvelles personnes qui vont t'élever vers le haut. Et puis il y a des gens qui disent t'es pas obligé de sortir de ton milieu social et de tes amis et de tes relations pour pouvoir t'élever. On a la sensation que tes parents, ton frère, tes gens qui étaient proches de toi sont toujours là et on fait partie de ton chemin. Qu'est-ce que tu en penses du coup de ce discours-là? Alors, tu m'aurais posé la même question il y a quelques années, je t'aurais dit, sépare-toi de ton environnement, fais tout ce que tu peux pour t'entourer des personnes qui vont te tirer vers le haut. Maintenant, j'ai un discours un peu plus mesuré Ok. et je pense qu'effectivement, on peut associer les deux. Et moi, j'ai pas l'intention de me séparer de mon environnement, même s'ils n'ont pas du tout
les mêmes ambitions que moi. Il y en a certains qui, la vie d'entrepreneur, s'en foutent complètement, mais ça m'empêche pas de m'entendre très très bien avec eux et de partager des moments qui vont être du développement personnel du coup, parce qu'on parle de choses qui n'ont rien à voir avec ça. Mhm. Donc non, je suis persuadé que les deux sont compatibles et qu'on n'est pas obligé de quitter forcément son environnement pour progresser. Comment est-ce que tu fais pour aller chercher des gens, des entrepreneurs qui vont te driver, qui vont être plus gros que toi? Est-ce que tu es le plus gros dans la pièce ou est-ce que tu arrives à aller trouver des gens qui sont plus gros que toi dans la pièce et tu sais ce truc de si tu es le plus intelligent dans la pièce, tu n'es pas dans la bonne? Ouais, alors je t'avoue que ça, pour ça, YouTube, c'est génial. Mhm. Parce que quand je collabore avec d'autres personnes, que ce soit sur les podcasts ou sur ma chaîne principale, des fois je tombe sur des gars mais qui sont à des années-lumière et je me dis putain, mais quel kiff. Quel kiff de me retrouver mais tout petit comme ça devant un gars qui est énorme, de pouvoir discuter avec lui, de m'en inspirer et comme tu as dit, de faire un peu de mimétisme et de m'en inspirer, quoi, clairement. Donc même si, bon, la plupart du temps, effectivement, je suis un peu le plus gros dans la pièce, quand je vais faire de ce genre de collab et discuter avec d'autres personnes, c'est pas que ça me met une gifle, mais ça me permet de prendre du recul Ça te et rebooste, j'adore quoi. ça. Ouais, ça me Mhm. rebooste à fond. Ça te donne pas envie d'aller aux US et d'aller rencontrer les mecs qui sont à 10, 20, 30 millions sur leurs industries? Si, si. Quand je l'ai fait la première fois, avant de créer cette salle, c'était pour Ben Pakulski, un bodybuilder américain qui habite en Floride. Et lui, très clairement, je me suis largement inspiré de ce qu'il faisait, non seulement pour cette salle, mais aussi pour certains produits. Mhm. Clairement, c'était tellement remotivant et reboostant d'être confronté à ce qu'il faisait Ouais. et qu'il le fait tellement bien. J'ai pas eu l'occasion d'y retourner, bon, parce qu'il y a eu un peu Covid et que Mhm. c'était un peu plus compliqué de se déplacer. Mais clairement, c'est le genre de trucs qui sont vraiment cool à faire. Ouais. Ouais, Mastermind, États-Unis et tout, c'est Ouais, des trucs. carrément. Quelle est ta plus grande peur aujourd'hui? Ma plus grande peur, tu parles de vie pro ou de vie perso ou des deux? Les deux, hein, ce qui te vient en premier. Hein. Vie pro, j'ai pas de peur, franchement. J'ai que de l'excitation. Ok. Et l'excitation, des fois, ça peut faire un peu peur, mais non, c'est plutôt positif pour moi. Mhm. Sur le reste, il y a des fois où je me demande si j'arriverai à être aussi épanoui que j'aimerais l'être. Tu Mhm. vois, c'est difficile de se dire, de se projeter et de se dire putain, à 80 ans, est-ce que je vais me dire j'ai réussi ma vie, est-ce que j'ai été assez épanoui, est-ce que je vais avoir des regrets? Ouais, cette fameuse image de sur ton lit de mort, Ouais. est-ce que tu as fait tout ce que tu avais envie de faire? Est-ce que tu as... Ça, j'avoue que c'est un peu flippant. Ça, j'avoue que c'est un peu flippant. Peut-être parce qu'on contrôle moins que le business aussi? Putain, carrément. Et qu'il y a tellement de. Ouais, il y a tellement d'inconnus que ça fait un petit peu peur. Ouais. Pas dans le sens où je vais déprimer et psychoter sur ça, Hmm. mais ouais, ça fait un petit Dans le peu sens, peur. tu as envie, quoi. Ouais, ouais. Sur scène, il n'y a pas longtemps, je dis ça, tu vois, je partage ce truc de quand tu t'es lancé, l'objectif, etc., le driver. Et donc, je raconte des objectifs, je voulais faire ci, je voulais faire ça. Puis je dis, mais au fond de moi, je pense que la réalité, c'est que je voulais pas rater ma vie, quoi. Ouais. Je voulais pas me sentir comme une grosse merde. Et je pense que c'est la résultante, quoi. T'as Mais envie de te dire, C'est totalement ça. c'était cool la vie, quand même. C'est total. T'imagines le kiff de se dire oh putain, ah Ouais. ouais, là on a quand même bien kiffé. Des enfants, des petits-enfants, tu t'imagines un peu un parrain d'une grosse tribu, plus petite tribu, t'as une vision? Carrément, carrément. Moi, je serais très à l'aise avec une grande famille. Hmm. Après, on sait pas du tout de quoi l'avenir sera fait. Ouais. Ça se trouve, je terminerai avec un enfant, voire aucun. On sait pas du tout. Mais ouais, c'est un truc qui me ferait bien Ambition kiffer. quand même de Ouais, ouais, monter carrément. ta Ouais. tribu, quoi. Carrément. Du coup, célibataire en ce moment, on l'a Ouais. compris. Ouais. Comment ça, on l'a compris? Tu Ça- me l'as dit tout à l'heure. T'as dit à ce moment-là, j'étais célibataire. Donc j'imagine que. Non, à ce moment-là, tu étais en couple, t'as dit. Ouais. Exactement. Allez, pour clôturer, du coup, les 3 clés pour réussir son parcours entrepreneurial, ça ressemblerait à quoi Numéro 1, exceller dans ce qu'on aime, dans son domaine? dans son domaine. Mais vraiment exceller. Et exceller, ça demande du travail. Ouais. Donc effectivement, ça demande des recherches, ça demande de La l'expérimentation, règle des ça 10 demande de 000 la heures, tu pratique. crois à fond, c'est. Ouais, parce que j'ai un peu cette vision militaire, tu vois, du truc, faut Complètement. charbonner. Ouais. Donc, exceller en la matière, ça c'est cool. De deux, j'aurais tendance à dire de croire en soi, mais ça c'est tellement nul comme phrase. Mais tu le ressens. Mais moi je le ressens et je le pense. Hmm. Je le ressens et je le pense. Après, je sais que c'est plus difficile à. Croire en sa capacité à réussir, croire en sa capacité à pouvoir faire des choses, à se dépasser. Ouais. Hmm. Ouais. Les autres sont pas mieux que vous en fait. S'ils ont réussi, il n'y a aucune raison que vous puissiez pas le faire.
est-ce que tu n'as pas de limite à cette croyance-là? Est-ce que demain, tu peux rencontrer la plus grande star du monde et te dire on vaut la même chose? Oui. Ouais. Ouais. Ah, donc, tu es arrivé à un beau niveau de self-awareness. Mais vraiment, ouais. Peut-être que je délire complètement, hein, mais tu me dis demain, On verra ça plus tard. Hein. Nassim, tu as les capacités d'être président de la République. Ouais, carrément, ouais. Carrément. C'est un beau réel, ça. Ah putain, je vais me faire tracher sur C'est TikTok. un magnifique réel. T'es vraiment un salaud, hein. C'est ta faute, ça. C'est un magnifique réel. La troisième clé? La troisième clé. J'en ai dit 3 là, non? Non, Non, j'en ai dit 2. self-awareness, ouais, confiance en soi. La troisième clé, c'est quand même de garder un peu les pieds sur terre. Qui est paradoxal. C'est La paradoxal. beauté du paradoxe. Hein. C'est paradoxal, mais garder un petit peu de recul et il faut pas s'imaginer justement meilleur que les autres. Faut garder les pieds sur terre, avoir un petit peu de recul, et c'est bien des fois de se dire mais attends, t'es pas le flocon de neige différent de tout le monde, on est tous un peu pareils, ce qui est une bonne chose, mais des fois certains ont un petit peu du mal à le réaliser. Ouais, complètement. Donc un peu d'humilité, ça fait pas de mal. C'est beau. Le one thing qui a eu un impact dans ton parcours. Démarrer la muscu, encore et toujours. Ouais, moi c'est la muscu. C'est trop fort. Ça a eu trop d'impact pour que... La muscu, ça a vraiment eu beaucoup trop d'impact sur absolument tous les aspects de ma vie. Tous les aspects de ma vie. Donc la muscu, c'est pour ça que je continue à en faire après 16 ans de pratique, avec autant de passion. C'est que ça a changé, mais littéralement ma vie. Donc faites de la muscu. Hein. Je ne peux pas le nier. Faites de la muscu. Allez sur Nassim Saïli, il y a tout ce qu'il vous faut pour vous allez entraîner. sur YouTube. Ressources, podcast, livre du moment que tu recommandes, qui t'a un peu retourné le cerveau, ou historique, ou du moment, peu importe. Une ressource, quoi. Ce qui a tout lancé, c'est quand même les 48 lois du pouvoir. C'est fort. Même si c'est un livre qui potentiellement est controversé, moi, c'est celui qui a tout changé. Oui, controversé is the new average. Il n'y a pas de problème. Exactement. 48 lois du pouvoir, Robert Greene. Et mine de rien, The Game, parce que c'est les deux premiers, mais ils ont tellement eu un impact sérieux dessus. Je me suis jamais transformé en pick-up artiste, hein, mais le fait de lire The Game, ça a changé. Ça t'a ouvert. Ça m'a sur ouvert. Le potentiel, sur la relation, sur comment fonctionne la dynamique de séduction, de couple, etc. Absolument, sur l'aspect séduction et qui me sert encore aujourd'hui. Donc, The Game et les 48 lois du pouvoir, Robert Greene. Dites-nous dans les commentaires juste en dessous, ceux qui sont sur YouTube, si vous l'avez lu, ce qui vous a plu, etc. Et si vous êtes sur Apple Podcast, 5 étoiles, abonne-toi et reviens, frérot. Surtout, c'est un épisode par semaine. Oui, monsieur. Question flash rapidement, sans réfléchir. Boum, boum, boum. T'envoies, tu balances. Ok. J'ai peur. Gagner beaucoup d'argent, c'est quoi aujourd'hui? Un chiffre par mois, plus de 15 000 euros par mois. Le succès, c'est quoi? Être heureux. Le bonheur, c'est quoi? Enfoiré. Être heureux. Succès et bonheur, pour moi, c'est pareil. Être heureux. C'est quoi le métier idéal? Je sais que c'est une question flash, mais ça demande un peu de réflexion. Le métier idéal, celui où tu détestes pas le lundi. C'est pas mal. Bonne réponse. Sympa le réel. C'est quoi ton prochain goal? C'est quoi le prochain dream? Après quoi on court? Après quoi on court? Je peux pas le dire. Oh. On a le droit de garder des secrets? Normalement, entre nous, non. on Non. avait dit pas de secret entre nous, mais bon. Je vous le dirai après. Non, parce que c'est une des 48 lois du pouvoir, tu vois, de pas tout dire. Donc, faut en garder sous le coude. Hein. Belle pirouette, effectivement. Belle pirouette. Est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient? On devient. C'est quoi ta définition d'une tribu? Un groupe soudé qui peuvent compter les uns sur les autres. Le lien pour rejoindre la tribu est dans la description, juste en dessous. Nassim Saïli, bonjour. Pas mal. Pas mal. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi. J'espère que vous avez kiffé, vous qui êtes derrière vos petites oreilles. Ouais. On est sur un format quoi, 1h30 là, je crois. Je pense même plus. Ouais, un petit peu plus même. Ouais. C'était un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir d'être là encore une fois. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tu connaissais pas mon travail. Non. Le relais que j'ai demandé n'était pas encore arrivé au moment où tu m'as répondu. Pourquoi tu as accepté? J'avais envie de parler. Cool. En vrai, j'avais envie de parler. Donc, je pense que je le ferai plus souvent. Donc, ouais. Et donc, pour tous ceux qui sont derrière, voyez, tentez votre chance, bordel de merde. Putain, il y a beaucoup mais de gens et qui... abandonnez pas. Hein. Même si vous envoyez 10 messages, moi, ça m'est arrivé avec des gens. Toi, ça t'est sûrement arrivé avec des personnes. Grave. Donc, Il y en a, je suis toujours en travail. J'ai commencé à envoyer des DM à Oussama Hamar, je crois, en 2017. Ah ouais. Et je suis monté sur scène il n'y a pas longtemps avec lui. Ouais. Et juste avant de partir, il m'a dit, mais quand tu veux, man. Je lui ai dit, ça fait 5 ans que j'attends, bon. Ça fait 5 ans que j'attends, bon. Le moment viendra. Et ouais. Trop bien.
Et donc, envoyez des DM, tentez votre chance si vous avez des projets de ce type-là Bien sûr. et prenez votre kiff. Merci pour cette inspiration, merci pour cette opportunité de la self-awareness qui est transmise. Et du coup, on te souhaite de réaliser cet objectif dont tu ne veux pas nous parler, qu'on verra bientôt sur les réseaux. Les 800 000, on espère qu'ils sont passés. Abonnez-vous pour aller chercher le million. On espère. Merci à tous. Et ouais. puis amuse-toi bien. Ah ouais, on se capte bientôt. Avec plaisir. Ciao tout le monde.